Nous, on est ravis de vous accueillir, sincèrement, parce que je pense que depuis 1 an, la profession a bien progressé sur la compréhension de la réforme. Donc les questions deviennent de plus en plus dures. Je ne devrais peut-être pas te le dire, mais nous aussi, on a bien progressé. Ça ne nous rassure pas, ça. Point actu, c'est OK? Tout est dit? Je crois, oui. Je pense que le plus simple, c'est d'aller vers les questions. C'est là qu'on trouvera, je pense, l'essentiel de l'échange. Alors, juste avant que le live commence, on a eu l'occasion de prendre un café et d'échanger. Et donc, de manière très égoïste, j'ai commencé par mes questions à moi, qui m'intéressaient. Et alors, dans l'échange, on a découvert qu'il y avait un effet Mandela dans la profession. Absolument. Puisque depuis le congrès de Lyon, donc depuis septembre, tout le monde répète que l'administration fiscale aurait annoncé que le e-reporting ne serait finalement pas en décade, mais en mensuel pour toutes les entreprises. Donc on rappelle que la règle, c'est pour celles qui sont au régime simplifié, c'est-à-dire moins d'1 million de chiffre d'affaires, c'est mensuel. Pour celles qui sont au régime réel normal, donc plus d'1 million de chiffre d'affaires, c'était décade, donc tous les 10 jours, 10, 20, 30. Et donc, on a cru entendre de la bouche de l'administration fiscale que ce serait finalement du mensuel pour tout le monde. Et donc, dans notre échange, tu m'as dit, on n'a jamais dit ça. Et alors, je le dis, hein, on a tellement eu de gens qui nous demandaient « mais c'est super que vous ayez dit ça », alors que moi je trouve que c'est pas super, mais on y reviendra peut-être dans un deuxième temps, mais on a tellement entendu ça qu'on a fini par vérifier. C'est-à-dire qu'on a regardé ce qu'on avait dit pour vérifier, donc je vous confirme qu'on ne l'a pas dit. Donc si jamais vous avez l'occasion d'aller regarder, ni Amélie Verdier, ni moi, ni Cyril Sautreau, ou Stéphane Eustache, qui ne sont pas de la DGFiP, mais qui pourraient être perçus comme étant l'administration de la part des auditoires, on a vérifié et donc ça n'a pas été dit. Donc je vous confirme qu'on reste bien sur le schéma avec les décades, le mensuel ou tous les 2 mois dans certaines circonstances. Et pourquoi, à mon avis, ce n'est pas une mauvaise nouvelle ? Parce que je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue évidemment tous à cet objet, mais il faut se dire ce qui est, c'est-à-dire que le flux de e-reporting qui part tous les 10 jours, ce n'est pas quelque chose qui nécessite une résolution comptable. Je vais y revenir, mais pour moi, il faut distinguer 2 choses, c'est-à-dire la nécessité d'une part d'avoir une comptabilité finalement où on réunit tous les éléments en un endroit pour pouvoir établir la comptabilité, ça c'est vraiment le rôle du comptable, et puis ce qui part vers l'administration, on n'a pas nécessairement besoin, y compris dans une organisation dans laquelle il y a une plateforme du côté qui est fournie en accord avec le cabinet d'expertise comptable, on n'a pas forcément besoin d'en faire une validation, une vérification à ce moment-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de se dire, il faut que ça soit un flux automatique, ma caisse, ou même si j'ai plusieurs flux avec plusieurs flux physiques de vente, les endroits finalement d'où partent ces éléments, ils partent automatiquement vers l'administration, ils partent aussi où ils sont concentrés par le cabinet d'expertise comptable, et puis il y a une consolidation, il y a un travail qui est fait, et à ce moment-là, peut-être d'ailleurs que dans ce travail-là, et ce n'est pas exclu dans des cas très particuliers où ça peut générer derrière de la facturation à côté, etc., il peut y avoir des correctifs. Et ça, ce n'est pas un problème, tout ça est organisé, tout ça est permis par le système. Donc je pense que l'erreur, c'est d'imaginer qu'on est sur une déclaration de chiffre d'affaires qui devient tous les 10 jours. Ça, si vous vous mettez dans cette perspective-là, effectivement, la décade est un problème. L'idée, c'est pas ça, l'idée, c'est d'avoir un schéma de remontée contemporain vers nous, mais en même temps vers vous finalement, parce que ça permet d'avoir le logiciel qui fait un cumul intermédiaire, et puis vous le prenez quand vous le prenez. Donc ce truc-là, donc il y a 2 choses qui sont amusantes ou amusantes, ou en tout cas qui méritent d'être notées sur ce point. Le premier, c'est qu'effectivement, je pense qu'on a vraiment, il y a eu un effet. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé de cette annonce qui n'a pas eu lieu. Donc il y a vraiment l'effet Mandela, c'est parfaitement illustré. Et puis la deuxième chose, c'est quand même que ça révèle sur le fond une inquiétude qui, à mon avis, n'est pas complètement justifiée et qui, par contre, doit avoir un impact sur la question de l'organisation du travail et sur la manière dont on perçoit son travail sur cette question précise du e-reporting. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait de commencer par ce point-là, parce que là, ben évidemment, ils ne sont pas contents sur le chat. C'est un peu la soupe à la grimace, donc on va essayer de remettre de l'ambiance et de... Mais reconnaissez que de notre point de vue, comme on n'a jamais dit ça, on ne le vit pas vraiment très mal, parce que ce n'est pas un recul, c'est juste qu'on a... Il fallait crever l'abcès, on l'a fait. Donc, pour rester sur ce sujet du reporting, parce que c'est peut-être l'un des sujets qui aujourd'hui crée le plus de stress dans la profession, parce que c'est celui qu'on visualise le moins. Tu vois, on évoquait le fait que ce n'était pas forcément une déclaration comme une CA3 à aller remplir, que c'était des fichiers de données. Alors,
évidemment, quand on parle du chiffre d'affaires B2C, on peut imaginer que les caisses remontent automatiquement, que ça peut effectivement être relativement simple. Là où ça paraît plus compliqué de manière opérationnelle, je parle pour des entreprises ou même pour des cabinets comptables, c'est la partie données de paiement. Voilà, c'est-à-dire que tous les jours, il va falloir rapprocher tous les paiements. Enfin, c'est quand même un changement de paradigme dans la tenue des dossiers qui est quand même assez fort. Rapprocher les paiements pour qu'ils remontent tous les 10 jours. Les achats étrangers, pareil, il va falloir que ce soit vraiment très actualisé, très à jour. Est-ce que, si par exemple j'ai fait un achat, un import, enfin un Tracom le 1er février, mais je l'ai déclaré dans le 3e décade parce que je ne l'avais pas eu avant, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a un risque de pénalité? Ou est-ce que de toute façon ça se régularise, ça se consolide? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. En tout cas, en entrée de réforme, on ne s'attend pas à avoir des données qui sont parfaites en e-reporting. Que ce soit les reporting d'acquisition, les reporting normal, on sait très bien qu'il y a des scories, il y a des choses qui ne seront pas parfaites en entrée de réforme. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le plus possible en état de marche. C'est-à-dire qu'il faut amorcer la machine. L'e-reporting, ça débute en 2026, septembre 2026. Il faut essayer d'être le plus propre possible. Par contre, il n'y a pas de sanction sur la qualité des données qui sont remontées. Nous, on attend un flux. Il y a une sanction s'il n'y a pas de flux. Par contre, il n'y a pas de sanction sur la qualité des données qui sont mises dans la DGFiP. Donc ça, c'est important de le dire, notamment sur les reportings d'acquisition, qu'on a déjà simplifié. Vous avez dû suivre les annonces ministérielles sur ce sujet-là. On sait qu'à partir du moment où les factures n'arrivent pas en flux structuré, potentiellement, il risque d'avoir une qualité de données qui est moindre. Donc ça, on le sait. Et il peut y avoir un délai, il peut y avoir des données qui sont dans la compta. On demande quand même des données comme sur les charges et ce genre de sujets qui peuvent provenir de la compta, donc on le sait. Et si jamais, je le dis souvent, mais le principal risque quand vous avez un décalage du reporting, c'est d'avoir une déclaration de TVA, un pré-remplissage qui est décalé. Or, on ne commence pas avant 2028 ou 2029. Ce qui signifie qu'on a encore 26, 27 et 28 pour ajuster la qualité, monter en qualité avant d'arriver à la déclaration pré-remplie en 28-29, qui sera elle-même très progressive, avec d'abord les casiers plus simples et ensuite les casiers plus complexes. Donc c'est-à-dire que la partie d'acquisition triennale, on ne va pas la remplir tout de suite en 2028. Donc ça signifie qu'en 26, on envoie ce qu'on arrive à envoyer de manière la plus propre possible, on respecte les échéances et la décade, du coup, qui n'a pas disparu, on est désolé, mais elle n'a pas disparu, et on essaie d'être le plus propre possible. Par contre, si l'ensemble des données ne sont pas parfaites, on le sait, et il y aura tout le temps 26, 27, 28 pour monter en qualité de données. Et nous, c'est pareil, il faut qu'on arrive à le faire, parce qu'on a beaucoup de données qu'on a en acquisition, et donc on a une plateforme de données qu'on construit en parallèle, qu'on va devoir valoriser également. Donc c'est un ensemble de choses qui vont faire qu'on va continuer à travailler avec les experts comptables et les entreprises pendant toute la phase de déploiement de la réforme, avec évidemment la volonté d'avoir les données la meilleure possible en 28-29 quand on sera en train de pré-remplir la déclaration de TVA. Peut-être l'occasion de rajouter un élément que tout le monde a sûrement en tête, mais qui est quand même un basique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que évidemment la déclaration de chiffre d'affaires, en tout cas dans un premier temps, il n'est pas du tout question qu'elle disparaisse, et c'est celle qui fait foi du point de vue de la liquidation fiscale, etc. Donc il faut avoir à l'esprit qu'on est bien dans un processus qui est un processus progressif, dans lequel s'appliquent toutes les données habituelles du droit à l'erreur. Donc ça veut dire que l'idée, c'est pas de se mettre dans une situation où il faut absolument rentrer au marteau dans un schéma, etc. C'est d'essayer de tendre vers une qualité où on va tous faire des efforts. Et l'hypothèse dans les 3 ans qui viennent que sur un sujet, on se rende compte qu'en fait, il y a besoin d'admettre un décalage de temps sur certaines choses, etc. On regarderait les choses comme on l'a fait depuis 2 ans, avec beaucoup de pragmatisme, pour essayer de faire rentrer les sujets. Quand je disais tout à l'heure qu'on apprend au fur et à mesure, nous aussi, on apprend parce qu'en fait, on se confronte aussi à la réalité de ce qui est vécu dans les cabinets, dans les entreprises, et à la nécessité d'adapter un certain nombre des sujets qu'on a déterminés, nous, dans un premier temps en conception, et puis où on se rend compte qu'il y a besoin de s'adapter à une forme de réalité. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas le 1er septembre 2026, ça ne s'arrête pas le 1er septembre 2027. Parce que, en parlant de pragmatisme, les confrères, là, du coup, c'est vraiment la question qui revient, c'est comment on fait au mois d'août pour faire notre déclaration en décade. On a le droit de partir en vacances quand même, donc ils disent comment on fait. Je redis que, de mon point de vue, la déclaration en décade, ça n'est pas un élément qui doit faire l'objet d'une validation du comptable. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un truc. Ce qui doit remonter, c'est l'information contemporaine au plus près des flux économiques et du fait économique. Ce qui veut dire que s'ils ne rapprochent rien, il n'y a rien à déclarer qu'ils ont rapproché. Ça, je parle pour les paiements. Puisqu'en fait, ils ne font pas l'action qui devrait donner lieu à l'événement qui est remonté. Et donc, s'il n'y a pas de vente, il n'y a rien qui remonte. Mais s'il y a des ventes, même si le comptable n'est pas là pour appuyer sur un bouton, ça devrait remonter. Donc, c'est ça l'idée du e-reporting. Ce n'est pas quelque chose qui vient... qui est un acte déclaratif de conformité, c'est juste une remontée
en flux contemporain d'éléments qui sont des éléments tirés complètement de l'événement économique, du flux économique. Avec la possibilité de faire des e-reporting correctifs, Évidemment. rectificatifs, c'est-à-dire s'il y a, je sais pas, vous partez en vacances pendant 2 semaines et il se trouve que, je sais pas, pour une raison de votre flux n'est pas bien parti, et ben vous faites un e-reporting correctif ou rectificatif quand vous rentrez de vacances et ça se passe bien. Donc si la question c'est est-ce qu'on peut encore partir en vacances, oui, vous pouvez encore partir en vacances. Vous êtes sauvé. Parce que en plus, c'est vrai, on va peut-être, parce que je pense qu'on a, on a déjà pas mal creusé, puis il y aura d'autres questions, je pense, sur le reporting, mais c'est vrai qu'on a quand même vu dans la loi de finances un alourdissement significatif des pénalités, notamment sur le reporting. Mais donc, parce que donc, je crois que de mémoire, on passe de 250 à 500 euros par manquement. Mais qu'est-ce qu'on appelle manquement? C'est l'absence de e-reporting? L'absence de flux. D'accord. C'est l'absence de flux et c'est pas il manque une donnée dans le flux, c'est l'absence de flux. Alors, et on précise, compte tenu de la simplification qui est intervenue en septembre dernier, que c'est l'absence de flux quand il existe un flux économique. Puisque évidemment, je vous rappelle qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un e-reporting à ce qu'on appelait à blanc, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'activité économique sur une période et qui n'émet pas de flux, il n'y a pas de problème. C'est juste, on émet des flux et en fait, on manque à l'obligation d'avoir un flux économique. On a déjà utilisé un peu le joker du droit à l'erreur, puisqu'il continue à exister comme dans toutes les relations administration-usager. Donc on s'obstine un peu, probablement, c'est ça qui va se passer dans la vraie vie. On s'obstine à ne pas émettre de e-reporting alors qu'on est en capacité de le faire et dans une situation où on est dans l'obligation. Ça donne le droit à l'administration d'engager un schéma de poursuite. Ok, très clair. Alors je propose qu'on change de sujet et qu'on évoque un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, c'est celui de l'annuaire. Où en fait on constate, et d'ailleurs on en avait parlé avec Fabien, voilà, que je cherchais, Fabien Hamel, des entreprises qui sont assujetties mais qui n'apparaissent pas dans l'annuaire, donc notamment le cas de SCI, de profession médicale, et que donc aujourd'hui on ne peut pas inscrire sur l'annuaire puisqu'ils n'y apparaissent pas. Comment ça se régularise? Est-ce qu'il faut une action de l'expert comptable ou de l'entrepreneur, enfin peu importe, ou est-ce qu'on doit attendre que vous ayez, vous, de votre côté, nettoyé cet annuaire, sachant que j'ai vu la question à l'inverse, quelqu'un qui dit j'ai quelqu'un qui apparaît dans l'annuaire alors qu'il ne devrait pas y être, comment je fais pour l'en sortir? Voilà. Donc si on peut traiter ces deux questions en même temps. Oui, alors, moi je vais parler un peu du principe global et des actions qu'on a prises au niveau projet. Je laisserai peut-être Mathieu compléter sur les aspects vraiment comment on fait pour fonctionner quand on est dans ce cadre d'exception. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, pour nous, mettre en place cet annuaire, c'est ouvrir les bases de l'administration fiscale en visibilité. Donc ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui est dans l'annuaire alors qu'il ne devrait pas y être, ou quelqu'un qui n'est pas dans l'annuaire alors qu'il devrait y être, ça veut dire que chez nous, probablement, il y a un problème de typage, il n'a pas été correctement typé. Ça ne prêtait pas à conséquence jusqu'à aujourd'hui parce que ça permettait de gérer correctement sa situation fiscale. Ça prête à conséquence aujourd'hui parce que le critère, vous le savez, qui est l'assujettissement à la TVA, peut être mal renseigné. Entre quelqu'un qui est non redevable de la TVA et quelqu'un qui est non assujetti, tout le monde sait que c'est compliqué. Et ce n'est pas moins compliqué finalement pour les 20 000 agents qui peuvent suivre cette question-là à la DGFiP que pour les collaborateurs des cabinets d'experts comptables. Donc ça veut dire qu'on a un petit pourcentage d'erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour être complètement clair, on ne sait pas exactement combien de temps ça va durer, et probablement, ça plus le fait qu'on ait, nous, une tradition qui consiste à avoir un peu la main qui tremble avant de retirer une structure économique qui devient inactive. On a la main qui tremble parce que ça veut dire que nous, ça nous interdit derrière de mener des actions si on se rend compte qu'en fait, par exemple, c'est une coquille vide qui a une raison d'être dans un cas de fraude, on a besoin de la garder dans notre base, etc. Donc il y a tout un tas de logiques qui nous amènent aujourd'hui à avoir un dénominateur avec ces 10 millions qu'on dit souvent là comme cible, qui est probablement un peu surestimé sur un certain nombre de choses. Donc des gens qui sont dans l'annuaire alors qu'ils ne devraient pas y être, on en a quand même un certain nombre. Et puis des gens qui devraient y être et qui n'y sont pas, on en a aussi. On a mené des actions correctives un peu de masse qui doivent arriver en avril, en mai, et qui vont faire de la requalification un peu massive. Et après, je vous le dis, la réforme de la facturation électronique, c'est aussi celle qui va nous permettre de monter en qualité collectivement sur la connaissance du tissu économique. Donc ça veut dire que des gens qui vont rentrer dans l'annuaire, pas rentrer dans l'annuaire, des structures économiques qui vont disparaître parce qu'on va être en situation de détecter une absence d'activité beaucoup plus facilement. On va aussi aller à leur contact pour leur demander « vous n'avez pas choisi de plateforme ?» Si on se rend compte qu'à cette occasion, en fait, il n'existe plus, etc., on va les nettoyer. Donc ça veut dire que toute cette stratégie-là,
c'est pareil, j'aimerais pouvoir vous dire ça sera prêt à telle date, mais en réalité c'est un truc continu et qui va probablement durer. Là, il y a une grosse opération en avril, mai, etc. Puis après, ça va continuer pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, pour être capable d'arriver au niveau de qualité qu'on espère tous sur les bases entreprises. Mais c'est un travail qui ne concerne pas que nous, hein. C'est un travail qui concerne aussi l'INSEE, qui concerne aussi les URSSAF, qui concerne plein d'acteurs avec lesquels on travaille sur le sujet. Est-ce qu'il concerne les experts comptables, ou les entreprises? Est-ce qu'on doit contacter notre centre des impôts pour leur signaler une éventuelle anomalie? Est-ce que ça a un intérêt de le faire? Je pense que oui, mais je pense que ça a un intérêt de le faire après la première vague d'avril-mai, parce qu'aujourd'hui, notamment sur des populations qui sont particulières, c'est-à-dire celles qui sont les soignants, celles qui sont les SCI, celles dont on parlait, on est en train d'essayer de faire des corrections en masse. Et donc en fait, de l'autre côté, celui que vous appellerez dans nos services à nous, il sera un peu désemparé pour faire une modification individuelle alors qu'il y a des corrections en masse qui arrivent. Donc ça veut dire que probablement il faut attendre, j'aimerais que ce soit plus tôt, mais on est quand même sur des gros volumes. Hein. Donc probablement le mieux c'est d'attendre un peu ce moment-là pour vérifier le sujet. Mais ça m'amène du coup à faire une passe à mon collègue de gauche, puisque la question c'est du coup qu'est-ce qui se passe pour ces entreprises et à quoi elles s'exposent si jamais elles ne sont pas dans la bonne situation d'ici. Merci pour la passe. Donc là j'arrive sur les simplifications qu'on a annoncées en septembre dernier, puisqu'on a annoncé que les entreprises qui n'étaient pas dans l'annuaire, pour des raisons administratives, notre base qui n'est pas prête, ne seraient pas soumises aux dispositifs de sanctions. Donc pas de sanctions pour celles qui ne sont pas dans l'annuaire. Donc si vous avez un client qui n'est pas dans l'annuaire et que c'est une question de base, donc un problème de sirène ou problème de codification chez nous, elle ne sera pas soumise de sanctions. Donc ça laisse le temps quand même de voir venir, on ne va pas aller les chercher si elles ne sont pas dans l'annuaire. Donc ça c'est important, même vous en relation client, de pouvoir rassurer vos clients en leur disant l'administration est au courant, ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de l'expert comptable, ça vient des bases administratives de manière globale, soit le sirène, soit la TVA. Et du coup, on ne sanctionne pas s'il n'y a pas de sirène dans l'annuaire. Peut-être un point aussi, ce qui est la situation inverse, c'est-à-dire celle qui veut recevoir des factures électroniques mais qui n'est pas dans l'annuaire, mais parfois pour des bonnes raisons, parce qu'elles ne sont pas assujetties à la TVA et elles veulent pouvoir le faire aussi. Donc ça, c'est possible de le faire, mais c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'elles peuvent choisir une plateforme agréée. Dans ce cas-là, c'est la plateforme agréée qui va lui créer son adresse électronique, mais elle ne sera pas dans l'annuaire. Et simplement, il faudra qu'elle communique à ses fournisseurs sa adresse électronique pour que les fournisseurs puissent les joindre. Si c'est sur PayPal, ils vont les trouver sur PayPal. Donc PayPal qui a un réseau d'interopérabilité, donc ça fonctionne. Donc vous pouvez aller vers la fabrique, même si vous n'êtes pas obligé d'y aller, ça fonctionne. Donc vous avez des clients qui veulent y aller, même s'ils ne sont pas assujettis à l'État, ils peuvent le faire. Simplement, ils ne sont pas dans l'annuaire. Il faudra qu'ils communiquent à leurs fournisseurs les adresses électroniques pour qu'ils puissent recevoir des factures via cette adresse. Alors ça c'est intéressant, c'est une question qu'on a souvent vue. Ouais. Donc une adresse qui du coup ne sera pas le sirène, j'imagine. Alors, vas-y. En fait, l'adresse électronique, souvent, elle commence par un sirène de la même manière. Et après, souvent, il y a un suffixe. Donc, ça peut être, je sais pas, achat, fluide ou autre, ou un chiffre derrière. Pas de suffixe, d'ailleurs. Ça peut être que le sirène. Pas de suffixe. Et cette adresse, elle peut être communiquée par la plateforme agréée. À ce moment, elle ne sera pas enregistrée dans l'annuaire parce qu'elle n'est pas à l'intérieur de l'annuaire. Donc, j'ai une association non assujettie qui décide de se soumettre, enfin de rentrer volontairement dans le circuit. Elle va prendre une plateforme agréée qui va lui créer une adresse. Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'utilise. Quand je vais voir mes fournisseurs en leur disant voilà, moi je veux recevoir des factures électroniques, je leur donne mon adresse, imaginons le sirène pour faire simple. Il faut aussi que je leur dise mais attention, je ne suis pas dans l'annuaire, ou est-ce que les plateformes agréées d'elles-mêmes, elles vont réussir à s'identifier Je pense que la logique, c'est de se dire qu'il faut que... Enfin, ça dépendra un peu des modèles de commercialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous contractualisez avec quelqu'un, vous lui donnez les moyens de vous facturer. En fait, vous lui dites, voilà mon adresse mail, voilà mon adresse physique. Vous lui donnez un point d'accès pour contractualiser. Et donc, demain, en fait, quand vous n'êtes pas dans l'obligation générale de réception, on sera dans la même situation, sauf qu'un des moyens, ce sera de dire, j'ai une plateforme de facturation électronique et mon adresse est ça. Et donc ça veut dire qu'il faut que le fournisseur, dans le schéma de contractualisation qu'il offre, prévoit d'intégrer, je pense que ça va se faire progressivement, comme possibilité de facturation, des gens qui ont une plateforme et qui sont dans le format socle de la réforme, même s'ils ne sont pas dans l'obligation générale de réception. Et dans les faits, les plateformes le font presque automatiquement parce que la plupart sont sur PayPal. Et donc PayPal, il y a une sorte d'annuaire, un équivalent, mais qui n'est pas restreint aux assujettés à la TVA, il y a tout le monde dedans.
Donc en fait, ils vont aussi regarder sur PayPal s'il y a une adresse électronique disponible sur PayPal et si c'est le cas, ils vont la pousser via l'adresse de PayPal et du coup, ça va fonctionner de cette manière également. Alors, on a vachement digressé, mais c'est passionnant parce que c'est une question qu'on a eu 50 fois. Ouais. Donc, la facture, du coup, ne doit pas passer par le centralisateur puisque pas dans l'annuaire. Ça veut dire que ça va quasiment de PA à PA. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de flux, hein. Enfin, pour ceux qui suivent de très près, il n'y a pas d'extraction de données pour la fournir à l'administration. Oui, ok, très clair. Mais est-ce que toutes les PA d'émission ont nécessairement cette capacité technique à aller chercher dans PayPal, par exemple, et est-ce que c'est dans le cahier des charges des plateformes agréées? Non, alors c'est une offre de service, par définition, parce que c'est hors réforme. Par contre, on est autorité PayPal à la DGFiP. On a un peu plus de 100 plateformes agréées. On a signé avec 80 d'entre elles qui sont les plateformes françaises. Et on a en plus des plateformes étrangères qui ont signé avec Open PayPal. Donc en fait, on a quasiment toutes les plateformes agréées qui sont dans PayPal. Donc PayPal, ça devient un modèle d'échange standard, c'est-à-dire que c'est l'exception qui n'est pas dedans. Donc ça signifie que la plupart savent utiliser PayPal. Alors, deux questions. La première question, c'est-à-dire que c'est concrètement possible. Oui. Je suis une association qui s'est soumise au long terme, nanana. C'est concrètement possible que j'ai un fournisseur qui me dise mais moi je ne sais pas faire parce que ma plateforme agréée, c'est possible. C'est possible. D'accord. Et ensuite, tu as la facture qui part en PayPal. Oui, il y a un Oui, mais e-reporting. si la plateforme agréée du fournisseur le prévoit, ce qui n'est pas une obligation. Ce qui n'est pas une obligation. Et alors, deuxième question, est-ce que c'était pas juste plus simple de les mettre dans l'annuaire, de les autoriser à se mettre dans l'annuaire? C'était beaucoup plus simple, mais ce n'était pas légal. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une directive de 2005 qui s'appelle la directive TVA, qui, dans son article, je crois, 232, mais je n'avais pas préparé la question, interdit de rendre obligatoire la réception. Il y a une exception pour les assujettis à la TVA dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et Vida est basé sur la directive TVA, donc on est bloqué là-dessus. Ça peut être que les assujettis à la TVA, mais sinon ça aurait été beaucoup plus simple. Mais vous avez raison, enfin, je pense que c'est l'avenir. C'est-à-dire quand la bille sera au fond du verre, à un moment donné, on arrêtera de faire cette distinction entre assujetti et pas assujetti, qui est une distinction qui prend la tête à tout le monde. C'est juste qu'on est dans un cadre aujourd'hui, enfin je veux dire, on l'oublie parce que c'est un peu fou. Là, tous les pays sont en train de passer à la facturation électronique, mais il y a 15 ans, c'était interdit. C'est-à-dire que les pays n'avaient pas le droit de mettre en place la facturation électronique. Et on a dû aller chercher, nous, les Italiens avant nous, les Portugais, etc., des exceptions pour avoir le droit de faire de la facturation électronique. Et donc là, on est en train de faire cette bascule. Un jour, on arrivera à quelque chose de plus simple, mais vous avez raison, ça n'a pas beaucoup de sens à terme de faire cette distinction entre assujetti et pas assujetti, et ça disparaîtra. Très clair. Alors, on a déjà cramé un tiers du temps. J'ai fait les 2 premières lignes de ma fiche. J'ai 5 pages. Donc, parlons du sujet Chorus Pro. Parce que ce n'est pas hyper clair. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouve pas ça hyper clair. Lorsque je suis fournisseur d'un établissement public et que donc j'avais pour habitude de créer une facture électronique, d'aller la déposer sur Chorus Pro, comment ça va fonctionner demain? Est-ce que Chorus Pro va être relié au réseau des plateformes agréées, comme si c'était une plateforme agréée? Est-ce que les établissements publics vont devoir sélectionner une plateforme agréée? Enfin, comment ça marche concrètement demain quand je travaille avec des entités publiques? Alors, en fait, les deux sont vrais, ou possibles, pour être plus exact. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, quand vous facturez une administration, d'utiliser Chorus Pro vraiment comme une plateforme agréée de réception pour votre contrepartie commerciale. Donc ça veut dire que vous êtes dans un schéma, vous dites je facture une administration, je le fais au travers de ma plateforme d'émission comme je ferais n'importe quelle autre facture, et c'est la plateforme qui va se raccorder à Chorus Pro pour la déposer. Donc ça, c'est possible. Mais comme on sait qu'il y a un certain nombre d'entreprises, par exemple, qui se consacrent exclusivement à de la facturation publique, qui ont des schémas, qu'il y a certains schémas un peu compliqués, je pense notamment aux factures de travaux dans le secteur public, qui justifient de traitements, de circuits qui sont un peu particuliers, on laisse ouvert à date et sans date de fin déclarée les circuits historiques de Chorus Pro. Donc ça veut dire que vous avez finalement le choix, en tant que personne ayant à facturer une administration, entre passer par le nouveau circuit, du coup, avec les nouveaux formats, enfin, dans le cadre complètement de la réforme, et donc dans ce cas-là, vous passez par le nouveau circuit. Si vous passez par l'ancien circuit, rien ne change. Ça veut dire que vous êtes aussi sur les anciens formats, vous êtes aussi sur les anciens outils. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir à l'esprit, finalement, il y a deux voies. Soit je reste exactement comme je fonctionnais avant, soit je suis exactement dans le schéma de la réforme. Ce qui est impossible en revanche, c'est de prendre par exemple une facture qui est dans le format de la réforme et d'aller la déposer sur Chorus Pro. D'accord.
ou de prendre une facture faite pour Chorus Pro et d'essayer de l'introduire dans le système, ça va pas passer. Donc on est vraiment dans un schéma où il y a... parce qu'en fait, tout ça, c'est des histoires de détails, mais c'est pas les mêmes formats FactureX, UBL, C2I, c'est pas les mêmes générations, etc. Donc il faut bien rester. Soit j'utilise mes anciens outils et il n'y a aucun problème, ça continuera à fonctionner. Soit j'utilise des nouveaux outils, mais je m'en tiens à utiliser des nouveaux outils, ceux qui ont été créés dans le cadre de la réforme. Ça veut dire que j'ai un nouvel outil super moderne, le dernier logiciel de la mort, là. Ouais. Je crée ma facture pour un établissement public, j'appuie sur le bouton, Ça part. ça part. Ouais. Pas besoin d'aller la Non. déposer. Et par contre, si je veux, parce que ça me rassure, parce que je fonctionne comme ça depuis longtemps, parce que je ne veux pas casser ce qui marche, je décide, j'ai ce nouvel outil, mais malgré tout, je décide de continuer à utiliser ce que j'avais auparavant, les factures que j'avais déjà fait et de les déposer sur Chorus Pro, ça marche aussi. C'est super clair. Et il y aura le suivi des statuts comme... Et il y aura le suivi des statuts, alors par le canal par lequel vous avez déposé, par symétrie des formes. Donc ça veut dire que le suivi des statuts tel qu'il existe aujourd'hui sur Chorus Pro continuera à exister pour les factures qui sont déposées sur l'ancien canal. Et sur le nouveau, il y aura exactement les nouveaux. Pas de reporting alors, pour le B2J. Alors, C'est du B2B en fait. le B2J est un B2B particulier. Donc on le traite exactement de la même manière. Non. C'est une personne morale. Donc il faudrait un numéro SIRET. Ouais, comme aujourd'hui. Ok. Pour facturer, c'est déjà le cas pour Chorus Pro. D'accord, parce qu'il y a certaines mairies, certaines collectivités territoriales qui ont du mal à donner ces informations-là à nos clients. Alors, absolument. C'est déjà leur obligation depuis 9 ans de... Ah oui, parce que, pardon, il n'y a peut-être pas la reprise son. Ouais. Donc, vous disiez qu'il y avait un certain nombre d'acteurs du secteur public, et notamment des acteurs qui ne sont pas nécessairement les plus gros et les plus structurés, qui avaient du mal à fournir les éléments qui permettaient de facturer dans de bonnes conditions, le SIREN, le SIRET, etc. Bon. Et code service, engagement juridique, parce qu'on a quelques... Dans le secteur public, on a quelques... Comme il n'y a qu'un SIREN global de facturation, on a quelques précisions à apporter. Oui, on est sur un schéma où c'est comme aujourd'hui, comme depuis 9 ans, ils sont obligés de vous le fournir et vous êtes obligé de faire une facture de cette manière-là. Après, c'est comme aujourd'hui et comme il y a 9 ans, et comme d'ailleurs sur tout le reste de la facturation électronique, si vous n'êtes pas mis en situation par votre client de facturer dans de bonnes conditions parce qu'il ne vous donne pas les éléments pour le faire, on ne peut pas vous reprocher de faire une facture autrement. Il faut l'avoir à l'esprit aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sanctionné pour un manquement qui n'est pas de votre fait. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas en situation, peut-être qu'on s'interrogera sur pourquoi cette facture-là, elle est en papier, puis vous allez dire, en fait, j'ai demandé les éléments pour pouvoir faire une facture dans le cadre de la réforme et je ne les ai pas obtenus, et puis c'est pas vers vous qu'on va se tourner. Il y a cette logique-là générale qu'il faut avoir à l'esprit. Évidemment, ce n'est pas le but. Le but, nous, et on va continuer à resserrer les mailles côté secteur public pour faire en sorte que vous disposiez des éléments pour facturer. Mais à la fin, sur ce sujet comme sur les autres, on ne peut pas vous reprocher quelque chose qui n'est pas de votre fait. C'est un peu la logique qu'on disait sur l'annuaire, c'est un peu la logique qu'on a pu dire aussi sur des histoires de personne n'est perché parce qu'il n'a pas désigné de plateforme de réception. Si vous passez à côté pour envoyer la facture, évidemment, elle est valable. Donc en fait, il y a tous ces sujets-là, c'est toujours, on ne peut pas vous reprocher quelque chose dont vous n'êtes pas en situation de régler le problème. Alors, il nous a demandé sur le chat si tu expliquais qu'il y avait le nouveau système et l'ancien système. Est-ce qu'il y a une date de fin prévue pour l'ancien système où on serait obligé du coup de basculer sous 2-3 ans au nouveau... Alors, il n'y a pas de date de prévue. Après, je pense que la question, elle se justifie par l'énoncé même. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, ce qu'on espère et ce qu'on croit, c'est qu'à terme, les entreprises, elles vont arrêter d'avoir envie d'aller sur l'ancien portail Chorus Pro et d'utiliser les anciennes interfaces et qu'elles vont basculer sur le nouveau système pour être dans leur schéma. Bon, ça, c'est ce qu'on suppose, nous. Mais comme pour toujours sur cette réforme, on attend de voir l'effet concret et que ça se passe avant d'envisager de fermer une possibilité. On ne veut pas casser ce qui marche. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, on veut attendre de constater que finalement ils ne sont plus en situation de l'utiliser avant de le fermer. Ok. C'est toujours sur Chorus Pro la question ? Oui. Ok, bon, on finit le sujet comme ça. Oui, du coup, je me posais la question de savoir, avant de fermer le portail, on a des clients, et du coup, ça me fait penser à poser cette question-là, qui vont émettre, par exemple, qui vont investir dans un logiciel éligible à la facture X, parce qu'ils émettent des factures avec du B2B, et puis ils vont émettre, apparemment,
maximum 30 factures par an, on va dire. Et puis, dans ces 30 factures, il va y avoir quelques particuliers, et notamment peut-être certains qui ne veulent pas investir. Est-ce que pour ces clients-là, ils sont obligés d'investir dans un logiciel de caisse? Moi, je pense même pour mon cabinet, il m'arrive de facturer les clients en direct pour leur déclaration d'impôt. Et pour faire le e-reporting, est-ce que je vais être obligé d'investir dans un logiciel de caisse juste pour faire remonter ces informations-là? C'est la question que je me posais. Et si je n'ai pas de logiciel de caisse, du coup, je leur pose la question qu'on disait tout à l'heure en rigolant, mais moi, je ne peux pas partir en vacances. Si je n'ai pas un logiciel automatiquement qui fait remonter les données, si je pars 3 semaines, je ne peux rien faire remonter du tout. Alors là, au cas d'espèce, si vous partez 3 semaines, on est d'accord que du coup, il n'y a pas d'activité économique en phase des 3 semaines. Et je peux toujours encaisser, je ne sais pas si j'ai des encaissements qui tombent. Non, mais alors... Est-ce qu'on se retrouve comme dans la situation avec les déclarations de TVA où on peut, sur un mois, vous savez, tout déclarer le mois d'après en disant qu'on était en congé payé, par exemple? La case à compte pour congé payé. Tout à fait. Est-ce que ça serait une possibilité, par exemple, En fait, ça va avec tout ce qui est reporting correctif et rectificatif. Vraiment, c'est comme ça que ça va se monter. Si vous loupez une date, ce qui va arriver, ça arrivera forcément, vous avez toujours la possibilité de corriger. Alors après, si vous corrigez 8 mois plus tard, on va vous demander pourquoi c'est 8 mois plus tard. Si c'est 3 semaines plus tard, vous faites la correction et puis ça fonctionnera. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en idée, surtout que la déclaration pré-remplie, si vous corrigez après la date d'échéance de déclaration de TVA pré-remplie, forcément on ne pourra pas en tenir compte. Donc c'est peut-être ça qu'il faudra faire attention, c'est de se dire si je fais un correctif, autant qu'il soit utile. Mais du coup, il sera fait sur la plateforme agréée automatiquement ou via un logiciel de caisse? Je suis obligé d'investir Alors, investir, en fait, les plateformes agréées, globalement, elles offrent la possibilité d'avoir un e-reporting, très souvent un écran dans lequel on peut saisir un e-reporting. D'accord. Est-ce que c'est la bonne solution et celle que je vous conseille? Vous êtes le patron chez vous, c'est un acte de gestion, vous choisissez la solution. Mais quand on regarde le prix des logiciels de caisse qui permettent d'automatiser la production du e-reporting, la question se pose. Voilà. Mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez en fonction du sujet. Il y a des logiciels qui permettent de faire des factures pour des particuliers dans les volumes que vous citez et qui ne coûtent absolument rien pour fabriquer des factures et un e-reporting, ça existe. Donc après, si vous préférez saisir vous-même un e-reporting que vous aurez constitué de votre côté, c'est possible aussi. C'est vraiment votre choix. Ce qui est certain, c'est que de manière générale, parce qu'on a basculé sur le fonctionnement d'un cabinet, ce qui n'est pas inintéressant, mais ce qui n'était pas le début de votre question, de manière générale, il y a quand même une logique à la réforme qui consiste à faire un peu une modernisation forcée du tissu économique en les obligeant à prendre un logiciel. Alors, est-ce que c'est un logiciel gratuit parce qu'ils ont juste besoin de choses très basiques? Est-ce que c'est un logiciel plus fort? Est-ce que c'est un logiciel lié à l'expert comptable pour avoir un établissement automatique de la comptabilité? Est-ce que c'est un logiciel qui va leur permettre d'avoir un niveau de gestion, des tableaux de bord, etc., auxquels ils n'avaient pas accès auparavant? Ça dépendra de leur choix. Mais l'idée de quelqu'un qui continue à fonctionner avec un carnet à souche et une fois par an à essayer de reconstituer des comptes, c'est un peu à ça qu'on cherche collectivement, à mettre fin avec la facturation électronique en rendant les choses plus contemporaines, un peu plus automatiques et plus sécurisées. Donc ça veut dire que oui, il y a des acteurs qui aujourd'hui sont complètement sans rien et qui vont devoir prendre un outil. Ok. J'en sais une dernière question et j'ai fini. La dernière. Ouais. Je pensais également à nos clients, nous, qui sont en train de créer des sociétés. Ouais. Et donc là, je me trouve déjà confronté, moi, sur mon logiciel, à devoir désactiver la facture X, parce que j'ai pas de numéro SIRET, par exemple. Et donc, du coup, je suis obligé de les considérer comme des particuliers. Mais ensuite, dans 4 ans ou dans 3 ans, quand les déclarations de TVA seront automatisées, comment est-ce qu'on fait remonter cette facture-là sur la bonne structure? Voilà, fin de question. Vous ne pourrez pas la faire remonter tant qu'elle n'est pas dans l'annuaire. Donc ça ne fonctionnera pas. Il y aura forcément une période de latence. Je reprends la question un peu. Il y a le moment de création de l'entreprise. Quand vous créez l'entreprise, avant que ça bascule dans nos bases puis dans l'annuaire, il y a une latence. Alors, souvent, c'est quelques semaines. Voilà. Donc, sur la période de création, par définition, vous n'arriverez pas à faire remonter les dettes d'administration. Donc, c'est-à-dire que sur la première déclaration de TVA de l'entreprise, vous allez la faire sans le pré-remplissage globalement. C'est-à-dire que vous aurez des données qui ne seront pas complètes en pré-remplissage, voire pas du tout présentes. Et donc, ça sera une déclaration de TVA normale sur la première. Et ensuite, dès le deuxième mois, globalement, vous serez dans le circuit et vous aurez le pré-remplissage. Mais encore une fois, le pré-remplissage ne remplace pas la déclaration de TVA. Vous aurez toujours la main dessus. Donc, en fait, il faut vraiment le voir comme on vous donne les informations à disposition de l'administration. C'est ça que vous allez avoir. C'est-à-dire que nous, on a tout ça.
Mais ensuite, vous aurez toujours les écritures de régularisation, par exemple. Nous, on ne pourra pas les faire à votre place. Les écritures, la TVA déductible, le coefficient de déduction quand il n'est pas égal à 1, ça on ne va pas le deviner. Donc ça ne va pas du jour au lendemain remplacer la déclaration de TVA, c'est-à-dire que la déclaration de TVA tacite, c'est pas avant 15 ans, il faut se le dire comme ça, hein, et encore, je suis assez généreux. Donc, on a mis 15 ans sur les revenus et c'était probablement moins compliqué. Sur les revenus et que sur les salaires. Et donc on n'a pas fait le revenu foncier en tacite par exemple. Bon. Et donc ça sera probablement la même chose en TVA, c'est-à-dire que le basique, en collecté à 20%, on sera sûrement capable de le prendre en pire juste. Le complexe en déductible, les opérations internationales, etc., ça va prendre du temps avant qu'on soit capable de le faire. Donc ne pensez pas que ça va supprimer la déclaration de TVA. Le rôle du comptable, et notamment sur les écritures de régularisation, il est indispensable. Alors, je vous propose qu'on poursuive. Oui. Il y a une question sur le chat de Charlotte qui nous demandait pour l'obligation d'émission, qui donc est soit en 26, soit en 27 en fonction de la taille de l'entreprise. De mémoire, le seuil, c'est 50 millions de chiffre d'affaires pour savoir si tu es grande ou petite entreprise. C'est un cumul de plusieurs critères, dont le chiffre d'affaires, mais il y a aussi le nombre de salariés, etc. Et voilà. Normalement, quand on l'est, on le sait. Et bien Charlotte, elle ne le sait pas. Parce qu'elle dit, est-ce que j'analyse ces seuils au niveau de l'entité ou du groupe économique? L'entité. Entité. Voilà, réponse courte, c'est parfait, comme ça on peut enchaîner. Je gagne du temps sur cette réponse, mais je ne garantis pas sur les autres. Hein, donc, Alors les autres, on va attaquer les questions enfin elles étaient déjà techniques évidemment, hein, mais des questions vraiment précises. On va essayer de les faire à la volée parce que je pense qu'il y en a un certain nombre qui devraient trouver des réponses rapides. Donc une SCI à l'IS non soumise à TVA qui loue des appartements à des particuliers est-elle soumise au e-reporting? Alors, c'est une SCI non soumise à TVA. C'est le mot soumis, moi, qui m'embête. Est-ce que ça veut dire non assujetti ou assujetti non redevable? Voilà. Elle est assujettie. Donc, pour moi, elle est assujettie, une SCI. Donc, on dit non soumis à TVA, c'est une exonération. Donc, vous êtes bien dans le champ de la réforme en réception. Par contre, en émission de facture, quand vous faites de la location immobilière, vous êtes dans les articles d'exonération, alors c'est le 261D de mémoire. Donc, on ne vous demande pas de faire d'e-reporting ou de facture électronique. Donc, pour cette situation-là, elle va devoir recevoir des factures électroniques. Et c'est tout. Très clair. Et si elle était soumise à TVA? Si elle était soumise à TVA, c'est-à-dire qu'elle facturerait par exemple des professionnels, avec une option à la TVA. Donc du coup, là, c'est une facture électronique classique parce qu'on n'applique plus le 261D, ça tombe sur les autres articles, donc il n'y a plus d'exonération qui la sort du dispositif. Très clair. Alors après, on a une question, alors je pense que c'est le même. Donc cette fois, j'ai une SCI à l'IR, non soumise à la TVA, qui loue en partie à des particuliers. Même réponse. C'était ça, si tu me faisais une passe. Même réponse. Même réponse. Et en partie à des entreprises. Ce que je viens de dire ici, en fait, ça dépend de l'option à la TVA, parce que quand vous louez à des entreprises, vous n'avez pas forcément opté à la TVA et vous pouvez être dans les actifs d'exonération. Donc ça existe aussi. Si tu factures de la TVA, vous êtes en facture électronique, si tu sinon vous êtes dans les actifs d'exonération et dans ce cas-là, il n'y a pas à faire. Pas e-reporting, pas... C'est ça. Ok. Alors, il y a une question vraiment très dure là. Hein. Comment doit-on gérer une note de frais d'un salarié qui demande le remboursement d'indemnités kilométriques et qui se fait rembourser sa recharge électrique faite à son domicile? Wow. Elle est dure. Hein. Moi, je peux vous parler du schéma des notes de frais, mais peut-être pas des batteries de domicile, parce que en fait, le schéma est toujours le même. En fait, une note de frais, en fait, il y a deux manières de le gérer. Soit comme aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez le papier qui remonte par la compta, et dans ce cas-là, vous faites comme aujourd'hui, vous remboursez votre client et ça passe même pas par le circuit de facture électronique ou autre. Ou alors, votre salarié, il demande une facture électronique à son fournisseur, donc au restaurant, il va demander une facture électronique. Et là, vous allez recevoir une facture électronique sur votre plateforme. Et le mieux dans ce cas-là, c'est que sur cette facture, il indique son nom. Comme ça, vous allez pouvoir faire le rapprochement avec la compta. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ça veut simplement dire que vous allez recevoir cette facture électronique sur votre plateforme. Il faudra modifier votre système à vous, parce que vous n'allez plus avoir une note de frais qui remonte, c'est la facture. Donc la question que vous allez avoir, c'est comment je fais la correspondance entre la facture que je reçois sur ma plateforme et puis la personne à qui je dois rembourser. Et le plus simple, c'est de demander d'avoir le nom sur la facture au restaurateur. Et ça, il y a une balise qui permet de le rentrer. Donc sur le logiciel du restaurateur, il pourra mettre c'est pour telle entreprise et pour tel salarié. Donc ça, c'est la solution qui existe. Disons que c'est la solution la plus après, élégante. Si on va un peu plus loin, quand on voit ce qui se passe en Italie ou en Espagne, en fait, les salariés, ils ont des QR codes. Et donc, ils flashent le QR code chez le restaurateur. Et dans ce QR code, il y a à la fois les références de l'entreprise et puis les références du salarié. Et ça tombe directement en compta pour faire le rapatriement. Donc ça, c'est des solutions qui existent déjà en France.
mais qui sont au final très peu utilisés parce que la plupart prennent la note de frais, le papier, le ticket de caisse qui remonte. Ça Et va donc se développer, Sébastien en quoi. parlait de modernisation. Bon, ça très clairement, le QR code sur le téléphone portable que vous scannez chez le restaurateur, c'est vraiment ce qu'on va conseiller et ce qui va se produire. Donc c'est vraiment le système qui permet d'automatiser la note de frais, parce que vous aurez la facture, en même temps la référence du salarié. Et si on va plus loin que ça, globalement, c'est-à-dire comptablement, vous pouvez l'intégrer directement sur vos comptes. Donc c'est la suite, on n'y est pas encore, mais les solutions existent Et déjà. alors, en attendant, parce qu'en attendant, tu peux continuer à fonctionner en note de Tu frais. peux en note de frais comme aujourd'hui, et il ne va rien se passer de particulier, mais c'est bon, voilà. Dans C'est le pas ce cas qu'on du- pense. Dans les mêmes limites que ce qui existe aujourd'hui dans les C'est ça. tolérances. Ouais. Pas plus, pas moins. Dans le cas du salarié qui se fait rembourser ses indemnités kilométriques, je pense que rien ne change fondamentalement. Non. Non, non. Donc, il fait une note de Il, frais comme il en a profité pour répondre sur une autre question. J'ai Je n'étais vu. pas posée. J'étais un peu long du coup sur celle-ci. Non, mais c'est bien, comme ça évacue l'autre question. Alors, il y a une question qui d'ailleurs est venue 2-3 fois sur le chat et qui revient souvent. Ouais. C'est alors celui des agences immobilières, qui donc gèrent des biens immobiliers pour le compte de propriétaires en l'occurrence. Alors faisons simple, imaginons des propriétaires assujettis, hein, pour être dans un cas simple, qui doit souscrire à une plateforme agréée? Est-ce que c'est l'agence? Est-ce que c'est le propriétaire? Et qui doit émettre les factures à partir de quel PA? Les factures de loyer, les quittances de loyer. Eh ben, ça peut être les deux. En fait, je vais répondre de manière en parlant du circuit commercial. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous êtes agence ou régie immobilière, ce qui va intéresser vos clients, c'est que vous gériez tout vous-même, la facturation, la quittance, etc. Vous voyez. Sinon, vous ne prenez pas une agence ou une régie pour faire vos quittances ou vos factures vous-même. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc ça signifie que dans ce genre de cas, nous, ce qu'on va recommander, c'est notifié dans la documentation AFNOR, c'est de faire en sorte que ça soit la plateforme de la régie immobilière qui gère ce type de facturation en ayant ce qu'on appelle une adresse électronique dédiée par opérateur. Donc globalement, vous allez avoir sur votre plateforme agréée réception de tel immeuble ou réception de telle personne, et vous aurez plusieurs lignes de facturation qui vont vous permettre de facturer, de recevoir les factures et de facturer pour le compte de. Ça, il y a une condition pour ça, c'est qu'il faut un mandat de facturation. Mais normalement, vous l'avez déjà quand vous êtes régie ou agence immobilière. Vous devriez l'avoir en tout cas. Vous devriez l'avoir. Donc le plus simple, en fait, c'est de tout gérer sur votre propre plateforme agréée quand vous êtes régie ou agence immobilière, en mettant des adresses de réception dédiées par client ou par opérateur pour à la fois pouvoir séparer les flux, c'est-à-dire vous allez avoir des adresses de facturation par client sur votre plateforme, et ensuite vous allez agir pour le compte d'eux en tant que ce qu'on appelle agent de vendeur ou agent d'acheteur en fonction de la situation. Vous allez recevoir pour le compte d'eux et vous pourrez du coup de cette manière-là gérer la facturation de vos clients. Il faut créer une adresse spécifique alors. Alors oui et non, parce que le plus simple, la structure, disons qu'en fait, imaginons que vous ayez une structure qui s'appelle machin chose, et qui soit, dont le métier ça soit ça, et qui confie ça à une agence immobilière. Donc sa structure, elle va apparaître sur l'annuaire en tant que telle, et donc derrière, l'idée c'est de lui créer un suffixe spécifique pour le sujet, histoire de pas s'interdire d'avoir par ailleurs d'autres plateformes de réception pour d'autres activités, et derrière, la plateforme se désigne comme plateforme de réception, la plateforme de l'agence immobilière, sur cette adresse créée pour l'occasion. D'accord, donc par exemple, je suis une SCI, Ouais. j'ai un bien. Machin chose, on m'a dit. Machin chose. Voilà. SCI, Société Civile Immobilière, capital de 1000 €. Voilà. Pourquoi pas. J'ai un bien que je confie en gestion à une agence immobilière. Je vais avoir mon adresse avec mon sirène pour mes frais généraux que je reçois directement sur ma propre PA de contribuable, je dirais. Et je vais créer une adresse spécifique pour mon agence immobilière pour tous les frais de gestion liés au bien. Et comme ça arrivera sur sa PA. Qui sera rattaché à la plateforme agréée de l'agence. D'accord. Donc c'est très pratique comme solution, et ça vient finalement aménager une relation qui existe déjà dans des conditions qui permettent de maintenir quelque chose qui est essentiel là, et qui est en fait l'argument de vente de l'agence immobilière, c'est-à-dire l'absorption de la complexité. C'est l'offre de service, oui, c'est ça. Alors une question qui revient fréquemment, parce que c'est vrai qu'on a vu parfois lire des informations contraires, notamment sur les réseaux sociaux. Les LMNP sont-ils soumis à la réforme? C'est comme les SCI en réception, évidemment en réception. Alors vous savez, depuis 2023, les MLNP ils ont l'obligation d'avoir un numéro sirène. Est-ce qu'ils l'ont tous fait? La réponse est non. Et très clairement, ils ne l'ont pas tous fait et on ne les a pas vraiment cherchés encore côté des GFIP, donc on sait qu'ils ne seront pas tous dedans. Mais à partir du moment où ils ont l'obligation d'avoir un numéro sirène et que ce sont des assujettis comme les autres, puisqu'ils font une activité économique à titre habituel, etc., ils doivent recevoir une plateforme de réception. S'ils n'ont pas choisi de sirène, ils ne vont pas être dans l'annuaire, mais là on a un problème plus de sirénisation que de facturation électronique qui est un problème plus large
2023, c'est des particuliers, donc ils ont un comportement qui n'est pas vraiment toujours celui d'un professionnel, donc ils ne sont pas toujours à jour dessus, et donc c'est plus un problème de sérénisation que de facturation électronique, mais sur le principe, si vous êtes bien sérénisé et que vous êtes assujetti, vous êtes dans l'annuaire, donc au moins plateforme de réception. Et y compris ceux qui sont en micro-BIC. Oui. Ok. Alors après, c'est une question peut-être un peu technique et qui est peut-être hors champ, hors de votre champ. Je la pose quand même parce que je l'ai vu revenir aussi à 2-3 reprises. Il y a des cabinets comptables qui donc vont choisir une plateforme agréée, celle de leur outil de production pour faire simple. Mais parfois on a des clients qui vont eux-mêmes prendre une autre plateforme agréée, par exemple celle de leur banque. Est-ce qu'il a été prévu dans la réforme, techniquement, la possibilité que deux PA communiquent entre elles pour que la plateforme agréée de l'outil de production du cabinet aille siffler ou siphonner la plateforme agréée qui aura été prise par le client? C'est pas du tout hors de notre champ, c'est un champ d'investigation et d'action important pour nous. En fait, il y a plein de manières d'aborder cette question qui est essentielle dans la structuration de l'offre des cabinets. Le premier point, c'est de se dire que le conseil qu'on donne généralement, c'est de se dire qu'on comprend tout à fait l'intérêt pour un cabinet de pousser le logiciel qui est lié à son outil de production, mais qu'il y a des limites, c'est-à-dire que parfois ça vient vraiment, si ça vient en contradiction avec les intérêts du professionnel qu'on accompagne, ça peut poser des problèmes. Je vais donner un exemple très concret. Si vous avez des pharmaciens, les pharmaciens par exemple, il y a des logiciels de gestion d'officine qui se sont mis en accord avec des plateformes pour avoir des outils de gestion intégrés complets. Essayez de leur imposer de passer sur un outil de production qui est lié chez vous, c'est finalement exporter votre complexité de gestion chez le professionnel. C'est un peu le contraire de la relation qu'il attend et qu'on attend généralement dans une relation avec un expert comptable. Donc ça veut dire qu'il faut parfois aborder le sujet en se disant qu'il n'y a pas une plateforme pour minimiser ces impacts-là, il n'y a pas une plateforme à choisir, mais plutôt un bouquet de plateformes qui correspond au sujet. Et quand on va pousser ce bouquet de plateformes vers les professionnels qu'on accompagne, là il faut faire attention à la capacité d'interconnexion entre les plateformes qu'on met dans ce bouquet de plateformes qu'on propose et sa propre solution de production. Parce qu'il y a déjà, ce n'est pas complètement nouveau tous ces sujets, et donc il y a déjà beaucoup d'interfaces qui existent, qui sont créées, avec des questions qui se posent de modèle économique, et tout le monde n'a pas la même approche sur le sujet, donc c'est un peu là les limites de l'exercice pour l'administration, mais il y a quand même des interfaces qui existent et qui sont faites. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a bien mis des outils, et notamment des interfaces, ce qu'on appelle des API, donc des interfaces un peu standardisées, pour venir permettre une interopérabilité un peu horizontale entre les plateformes. Alors, horizontal, c'est avec Paypal. Vertical, c'est un peu entre les éditeurs et puis donc les solutions compatibles et les plateformes. Voilà. Et puis, il y a une partie qu'on dirait presque transversale, qui est de dire pour un certain nombre de tiers qui ont besoin de récupérer des éléments, qu'est-ce qui se passe? Et là, je dirais qu'il faut aussi repartir de où on est et de où on veut arriver. Il y a un objectif qui est l'objectif final pour tout le monde, c'est qu'il y ait une intégration automatique des flux dans la solution de production. C'est vers ça qu'on va, mais ça ne sera pas forcément immédiat pour tout le monde. Ça implique parfois des mises à jour, des évolutions, des achats de logiciels chez les professionnels qui ne seront pas faits jour 1. Il y a un deuxième plan, c'est OK, en fait, au moment où j'ai besoin de faire ma résolution comptable, pas mon e-reporting, on y revient, je récupère une archive complète du logiciel qui est fait. Et donc ça veut dire que je vais intégrer automatiquement à ma solution de production. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un truc qui est beaucoup plus avancé que ce qu'il y a aujourd'hui, puisqu'on récupère de la donnée sûre, complète, fiable. C'est juste qu'on a besoin d'une action pour la récupérer. Et puis il y a un univers qui est encore un univers qu'il ne faut pas ignorer dans l'accompagnement des professionnels. Je ne sais pas si c'est beaucoup le cas dans le Croix Île-de-France, mais j'ai des exemples très concrets à des endroits, vous savez, je fais un peu le tour de France, donc je me balade un peu. Il y a aussi des gens pour lesquels aujourd'hui le travail de l'expert comptable ou de ses collaborateurs, c'est d'aller par exemple sur une exploitation agricole ou dans un commerce pour faire un accompagnement de proximité très concret en disant ben voilà tes factures, toi qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci, etc. Ça va continuer. Et en fait là, il y a un enjeu d'acquisition, d'automatisation de cette acquisition. Il y a un enjeu, comme on le sait très bien, de prise de photographie, d'ossérisation. Tous ces enjeux-là qui sont intermédiaires, qui sont un peu plus coûteux mais qui sont parfois nécessaires pour avoir un accompagnement personnalisé, ils vont continuer à exister. Donc ça veut dire qu'en termes d'approche, est-ce qu'il va y avoir un grand soir de l'interopérabilité entre tous les outils? On va plutôt vers ça, mais il faut que le marché prenne complètement l'enjeu et soit à maturité.
Je trouve qu'on a plutôt des indices que c'est une préoccupation forte des éditeurs de solutions de production et des éditeurs de plateformes. Est-ce que ça va être tout de suite, immédiatement, le monde idéal auquel on souhaite arriver à terme? Probablement pas. Il faut quand même pas oublier qu'en attendant, récupérer une archive complète qu'on peut intégrer automatiquement à sa solution de production avec des données brutes, c'est déjà un gain par rapport à aujourd'hui. Ok, très clair. Donc, en l'état, c'est pas sûr, c'est pas nécessairement prévu. Ça comme mérite étant- de s'en préoccuper. Voilà. Ça Quand on pousse une plateforme ou quand on pousse quelque chose, ça mérite de s'en n'a préoccuper pas dans la été conception. construit comme ça en tout cas. C'est-à-dire que quand on a créé ce réseau des PA, on n'a pas forcément prévu que toutes les PA doivent communiquer de manière directe comme ça. Il y a des outils d'interopérabilité, mais ils ne sont pas rendus obligatoires parce qu'ils ne sont pas D'accord. toujours nécessaires. Ok, très clair. Alors une question toujours sur l'immobilier. Un particulier qui a Pour toi, ça. Sûrement. qui a un parc immobilier qu'il donne en location, s'il n'a pas de TVA, etc., il est probable qu'il ne se soit jamais siréné. Déjà, est-ce qu'il est dans le champ de la réforme? Et si oui, ça veut dire qu'il a une obligation de se siréner, je pense, pour être... Sur un LMNP, depuis 2023, il aurait dû se siréniser. Et si c'est du nu? Ça change pas grand-chose. Il doit se siréniser. Il aurait dû se siréniser. Simplement, on le sait qu'ils ne l'ont pas tous fait et la DGFiP n'a pas beaucoup pour l'instant cherché les particuliers sur ce sujet-là. Donc on sait que ceux-là, on ne les aura probablement pas dans l'annuaire tant qu'on n'aura pas fait le travail d'aller les chercher sur la sirénisation. Et vous vous souvenez que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas être sirénisé, de ne pas être dans l'annuaire, Pas de sanction du coup. fait qu'il n'y a pas de sanction autour de la facturation électronique. Donc ils sont dans une situation qui est un peu une zone grise, c'est-à-dire que si on prend la lecture stricte du droit, on est dans une situation où il devrait tomber complètement dans le champ d'application. Mais ce qui est vraisemblable, c'est plutôt qu'en réalité, pour des raisons qui ne sont pas complètement liées à la réforme de la facturation électronique, il reste hors champ pendant une partie du temps jusqu'à ce qu'il y ait un travail un peu de fond qui soit mené autour de cette population. Donc, le principe, c'est que le mec qui fait du revenu foncier, il doit aller se siréner, il doit aller dans l'annuaire, il doit déclarer une PA. Il n'y a pas le feu. S'il ne le fait pas, vous n'allez pas lui courir Ça ressemble après. déjà un peu sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Quand vous avez une activité, on vous demande de mettre le numéro sirène maintenant. Et quand vous ne le faites pas, c'est passant. Sur le revenu foncier, Par je suis exemple, pas sûr. sur le foncier, je ne sais pas. Je parlais des activités style Vinted et autres, où vous faites de la vente et quelques opérations par an. On vous demande systématiquement de mettre un numéro sirène. Et si vous ne le faites pas, c'est quand même passant en termes de déclaration. Alors ça ne veut pas dire que c'est une bonne pratique. Mais ça veut dire qu'on sait que, en tout cas, ce n'est pas la facturerie qui va aller les chercher en premier si on doit aller les chercher. D'accord. Donc, je vois que là, ça excite pas mal. Ouais. Donc, un mec qui fait que du location revenu foncier local nu sans TVA, il doit se siréner. À Absolument. l'AMNP, il est censé se siréniser. Mais nous, on ne va pas vous dire autre chose que ça. Après, on anticipe juste la question d'après, qui est de dire à quel point c'est une catastrophe et à quel point ça va déclencher... Ça ne sera pas une catastrophe, Voilà. en tout cas de facturation électronique, ça c'est certain. Mais à Pascal l'AMNP. tombe des nues. Pascal tombe des nues. Je ne savais pas qu'il fallait se siréner. Excusez-moi, mais moi aussi. Hein. Sur un LMNP, il doit se siréniser. L'idée, Attends, prends le micro. Ouais. Sur le LMNP, oui, vous avez même prévu des sanctions. Oui, c'est ça, Ouais, c'est l'AMNP. mais 2023. ouais. Après, c'est bien de ça qu'on parle, là, c'est de l'AMNP. Hein. Non, là, on parle de... Ouais. Attends, Juste prends pour, le juste micro pour parce que vérifier sinon, bien, on t'entend on pas. parle bien des LMNP, là, hein, sur le sujet, là. hein. non, je pense que ça marche là, oui. Ouais, c'est bon. vas-y. Non, je pense qu'il y a un malentendu. On parle d'un revenu foncier, Ah, c'est-à-dire d'accord. quelqu'un qui agit comme un particulier pour gérer son propre patrimoine. Pourquoi faudrait-il qu'il se sirénise? Non, moi, je répondais sur les LMNP, hein, là. c'est Ah ça. non, pas du tout. Je crois que c'est ça la question. Hein. Ouais. Location nue. D'accord, Non, ok, c'était la LMNP sur laquelle je répondais. Dans ce cas, c'est moi qui ai mal Oui, compris votre et question. pas de facturation électronique, pas Il n'y de a pas de PA. facture tout court, de toute façon. donc. Mais alors, je me fais l'avocat du diable. Ouais. Pourquoi le particulier qui fait de la location nue, oublions les LMNP, qui fait de la location nue, serait hors champ de la réforme, au motif qu'il est dans la gestion de son patrimoine perso, et la SCI qui fait de la location nue, pourquoi est-ce qu'elle serait dans la réforme? C'est le sujet de l'assujettissement à la TVA. Si vous regardez d'ailleurs le principe sur les SCI, il y a une jurisprudence qui est assez intéressante dessus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la regarder. Nous, on va considérer de base qu'une SCI, elle va être à caractère économique et qu'elle va faire une activité à la TVA. Par contre, il y a des jurisprudences, notamment au niveau européen, qui sont un peu plus souples que nous là-dessus, ce qui signifie qu'on va avoir 90% des cas où ça va marcher et peut-être 1% des cas où on va considérer qu'en fait, elles ne sont pas réellement assujetties à la TVA. Et c'est là d'ailleurs où l'expert comptable peut être intéressant parce que admettons que vous allez considérer que vous, votre SCI, elle ne devrait pas être dans l'annuaire parce que vous êtes hors champ de la TVA, gestion pure patrimoniale. Il y a des jurisprudences qui vont dans ce sens-là. Et dans ce cas-là, ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels il faudra à terme saisir votre SUE
pour dire écoutez, moi j'ai cette analyse-là, je pense que je ne devrais pas être dans l'annuaire parce que je suis hors champ d'application de la TVA. Et dans ce cas, le SE va confirmer ou pas infirmer dans l'analyse et pourra potentiellement vous retirer de l'annuaire. C'est ce qu'on a mis dans la fiche sur les SCI sur impôt.gouv.fr, c'est que c'est quelque chose qui va fonctionner dans 95% des cas, mais qu'il y a des cas particuliers. Je prends un exemple, hein. Une SCI qui vient de se créer, elle est coquille vide, donc elle n'a pas d'activité. Ça, c'est clair. Et donc potentiellement, nous, on va se dire c'est une SCI, elle va se retrouver dans l'annuaire alors que pour l'instant, elle n'a pas d'activité. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, si l'expert comptable saisit le SIE pour lui dire écoutez, cette coquille vide, elle n'a pas d'activité, donc elle n'a pas de sujettissement, il faut sortir de l'annuaire, ça va arriver. Donc c'est-à-dire que la SCI, c'est la réponse qu'on vous fait, c'est une réponse qui marche dans 99% des cas, mais qu'il peut y avoir des cas d'exception. Et là, le expert comptable est tout à fait bien placé pour saisir le SE et dire attention, je ne dois pas être dedans, c'est un cas particulier, donc je ne suis pas dedans. Un particulier qui fait de la location, par exemple de locaux professionnels, peut potentiellement soumettre ses loyers à TVA. Il est exactement dans le même dispositif fiscal. Un particulier, s'il fait de la TVA, il ne va pas pouvoir rester particulier. Il va lui falloir qu'il pose sa TVA. Là, il se sérénise. Et donc, il va se séréniser, c'est ça. Donc un particulier qui fait de la TVA, il va forcément se séréniser et il va rentrer dans le donc, votre réponse, c'est de dire que finalement... Ça marche dans 95% des cas, mais qu'il peut y avoir des exceptions. D'accord. C'est-à-dire que si j'ai une SCI qui a que des apparts qu'elle loue sans TVA, machin, etc., je peux aller me bagarrer avec mon SIE et lui dire mais moi j'estime que je fais de la gestion de mon patrimoine. Dans la doctrine fiscale, il y a un aspect jurisprudentiel. Vous allez vous bagarrer avec votre SIE pour échapper à une plateforme agréée? C'est ça. Je ne sais pas si c'est rentable. Hein. Je ne sais pas si c'est rentable, mais l'autorité prévoit le cas, en tout cas, de dire attention, il y a des cas particuliers. Et après, c'est le système des faisceaux d'indices. Hein. Donc, c'est vraiment de la jurisprudence assez détaillée. Donc, c'est pour ça que nous, on considère qu'elles vont être la plupart dans l'annuaire, mais on n'exclut pas complètement le fait que potentiellement, il y a certains cas qui ne soient pas dedans. Alors après, quel est l'intérêt de se battre? Pas forcément. Mais juridiquement, honnêtement, dans la doctrine fiscale, c'est marqué noir sur blanc. C'est les suites de la jurisprudence européenne, d'ailleurs, parce que la TVA est gérée au niveau européen. Et la jurisprudence, elle est un peu plus nuancée parfois que ce qu'on est capable de faire. On va essayer de faire une réponse parce que là, du coup, il y a plein de points d'interrogation qui apparaissent. C'est si je suis un particulier sans TVA, faisons simple, sans TVA, et que je n'ai pas de sirène, vous n'avez reste pas comme T. grand-chose. Reste comme T, on ne viendra pas tomber. C'est ça. C'est ça, et par contre, je pense que la logique générale, c'est de se dire que là, on est quand même en train de parler essentiellement à des experts comptables, donc il faut se dire qu'il faut rappeler que le point de départ de la réforme, c'est quand même la question d'être ou pas dans une situation où il y a deux critères qui sont remplis. C'est être, disposer d'un sirène, donc être sirénisé dans cette situation. Si on ne l'est pas, on n'est pas dans la réforme. Et le deuxième critère, finalement, c'est d'être assujetti à la TVA. Donc ça, normalement, ou de mener des opérations économiques assujetties à la TVA, On essaie qu'on en soit au nombre de le récapituler sur impôt.fr, on en parlera peut-être. On a une fiche qui est vraiment dédiée au SCI. On a fait un tableau récapitulatif de vos obligations en réception en émission, en mettant quand même un petit nota bene sur ce que je viens de dire. Il peut y avoir des exceptions. Mais je trouve que la réponse, c'est celle-ci. C'est de dire que quand tu es un particulier qui fait de la location sans TVA, tu es probablement assujetti, mais comme tu n'as pas l'obligation de te siréner, tu es hors champ parce que tu n'as pas parce qu'il n'y a pas le sirène critère. qui va avec. Et donc vous tombez dans les simplifications et les tolérances. Voilà, là, on a une réponse claire, c'est bien. Mais voilà, juridiquement, il faut savoir qu'il y a des échanges, et c'est ce qu'on a précisé pour dire attention, la fiscalité n'est pas simple et la fait ne change pas la fiscalité. Donc, comme je n'ai pas l'obligation de me siréner, je suis hors champ de la réforme. Oui, je ne suis pas concerné. Enfin, en tout cas, personne ne viendra me chercher. Tout le monde est détendu, là. Je crois que celle qui est tombée des nues, elle va mieux. Elle s'est réassise. Je ne sais pas si on a Pascal qui peut réagir. Pascal, ça va Pascal J'essaie de voir si elle écrit encore, mais bon. Bon, on va se détendre parce qu'on est allé sur des questions très techniques, là. Alors, on va aller sur des questions un peu plus... je vais dire politique. Bon, après, on est là, mais je peux vous raconter mon week-end, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ça dépend ce que vous avez. Mais il y a beaucoup de questions sur. On a le sentiment, pour ça je vais les regrouper, puis il y a beaucoup d'interventions sur le chat. Ah, Pascal va mieux, c'est bon. Bon, super. Il y a beaucoup de questions et d'interventions sur le chat sur est-ce que vous vous rendez compte que les TPE n'ont toujours absolument rien compris à la réforme, que du coup nous en tant qu'experts comptables on fait évidemment ce travail de pédagogie, mais qu'il est difficile. Enfin, je veux dire, on a tous les jours des échanges un peu lunaires avec les clients, malgré le fait qu'on ait déjà essayé de faire preuve de pédagogie. Alors, je sais qu'il y a une campagne de com qui va commencer, je crois que vous l'avez dit en introduction. Quelles actions concrètes sont prévues par l'administration fiscale? Pour ça, il y a embarquer tout le monde, parce que là, on est à 8 mois du début, parce que le chemin est très long. Très très long pour beaucoup de TPE. Alors, ça m'inspire plusieurs réflexions. D'abord, vous dire que, évidemment, pas au même niveau et pas avec peut-être le même niveau d'attente pratique que celui que vous pouvez avoir vous, mais je pense que
j'ai essayé de compter, je crois que j'ai présenté depuis mon arrivée à la direction de projet facturation électronique entre 400 et 500 fois la réforme. Très souvent devant des chefs d'entreprise, des TPE, des micros. Donc je crois que je mesure la difficulté que c'est pour eux. Je crois que je mesure quelque chose aussi, c'est qu'on est... Quand ils vous parlent à vous, encore plus que quand ils me parlent à moi, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de comprendre et d'ouvrir le capot, ils ont besoin de savoir ce qu'il faut qu'ils fassent. Et je crois qu'il y a un enjeu quand même assez fort, c'est de ne pas imaginer que la réforme va transformer des chefs de TPE en experts de la TVA, en experts de l'informatique, en experts de la facturation et des contraintes de la facturation ou de la comptabilité. Donc il y a un enjeu à un moment, il y a un enjeu de notoriété de la réforme, ça tout le monde doit y contribuer. Et puis il y a un enjeu après sur la question d'apporter des pistes de solutions et de prendre en charge leurs difficultés et leurs besoins. Et sur ce truc-là, je crois que l'enjeu de notoriété de la réforme, donc ça nous amène à la campagne de communication. Donc oui, à partir de fin février, là, on va avoir une campagne de communication un peu massive, avec de la radio, avec de la PQR, avec un certain nombre de choses. On a sorti un motion design que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, qui dure 3 minutes 30 et qui a pour objet d'être extrêmement pédagogique. Et je crois qu'il est réussi, ou en tout cas c'est les retours qu'on a, pour expliquer à quelqu'un qui n'a pas envie de devenir un expert du sujet, en 3 minutes 30, ce qu'il doit savoir sur la facturation électronique quand on est chef d'entreprise, d'un commerce, d'un artisan, etc. Donc ça, il faut l'utiliser, hein, ça vous appartient, c'est fait pour que les cabinets, les éditeurs, les solutions, même la presse, je sais qu'il y en a qui sont dans la pièce ou connectés, le récupèrent, donc il ne faut pas hésiter. Et ce motion design, c'est un point d'entrée. Souvent, il y a à peu près tout ce que la personne a besoin de savoir. Et ensuite, vous lui dites, écoute, moi j'ai regardé ta situation, de mon point de vue, la solution pour toi, c'est ça. Et normalement, c'est comme ça qu'il sera le mieux positionné. Il n'a pas forcément besoin de devenir un expert du sujet. Moi, je suis frappé de voir des gens qui sont des commerçants, des exploitants agricoles qui viennent me voir en me disant, je ne comprends pas, j'ai essayé de lire la norme AFNOR sur le cas d'usage, sur les notes de frais ou et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et vous pourriez quand même faire des documents plus clairs. C'est-à-dire que, honnêtement, quand on a écrit la norme AFNOR, vous n'étiez pas la cible. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le niveau de vulgarisation qu'on attend sur des questions de cette complexité, il y a une raison pour laquelle il y a 220 000 collaborateurs en cabinet d'expertise comptable qui travaillent sur ces sujets-là. Donc voilà, on est sur un sujet où il faut, à un moment, il faut aussi revoir notre ambition à l'aune de ce qu'il y a. On est à la veille d'un grand changement et tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe parce que tout le monde a envie d'être en contrôle. Après, je ne suis pas sûr qu'il faille avoir l'ambition de satisfaire cette curiosité ou de faire naître une curiosité aussi forte que celle qu'on peut avoir quand on est, comme vous tous, impliqués dans la réforme chez tous les chefs d'entreprise de ce pays. Très bien. Alors j'essaie de faire un peu de tri dans les questions parce qu'il nous reste 20 minutes. Alors il y a peut-être un nouvel effet Mandela qui est apparu parce que je viens de voir sur le chat et sur la feuille un décret de report au 31 décembre 2026 est-il toujours d'actualité? Ah non, il n'est pas d'actualité. Il n'a effectivement jamais été, donc on n'est pas très loin d'un effet Mandela. Ceci dit, il y a quand même une différence, c'est qu'il est possible. La loi, depuis le démarrage, depuis 2022 je pense, même, elle prévoit la possibilité par décret simple de faire un report de toutes les dates qui interviennent. Donc ça veut dire qu'on pourrait faire un report du 1er septembre 26 de 15 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, jusqu'à 3 mois par décision du gouvernement. La même chose en 1er septembre 2027. Nous, on a une priorité, qui est celle qui nous a guidés depuis au moins 18 mois, qui est le fait d'avoir un calendrier qui reste complètement stable. Donc il n'est pas prévu de report. Et je ne peux pas vous dire qui sera ministre à ce moment-là, puisque on a évoqué un nom tout à l'heure. C'est dans quelques mois. Non, mais je ne peux pas vous dire qui sera ministre à ce moment-là, mais le gouvernement aura la capacité de prendre une décision de report s'il considère que c'est nécessaire. Aujourd'hui, j'ai absolument aucune espèce de signe dans mes échanges avec la ministre des comptes publics ou avec qui que ce soit que ce report est envisagé.
Et je ne crois pas qu'il soit même attendu en réalité. Enfin, je veux dire, ce qui est attendu, et ça tombe bien parce que c'est prévu, c'est qu'on regarde les choses avec bienveillance dans les gens qui pourraient avoir du mal à tenir l'échéance. Mais en revanche, repousser l'échéance, on a déjà essayé, hein, entre 2022 et 2024, enfin 24-26, on a repoussé l'échéance. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens ont posé le crayon en attendant 2 ans avant de reprendre le crayon. Donc je pense qu'on a pu constater collectivement que ça n'était pas la solution pour faire avancer le sujet. Donc maintenant, on a une date, il n'y a pas de raison qu'elle bouge. Allez, on va repartir sur des questions techniques, à mon avis assez rapides. Les professionnels de santé qui sont exonérés de TVA sont-ils soumis à la réforme? Alors, exonéré de TVA, tu veux y aller? Non, bah vas-y. C'est les assujettis non redevables, donc du coup un médecin, il va être en réception à minima. Par contre, sur ces opérations médicales, il n'aura pas d'obligation. Pas de e-reporting. Pas d'e-reporting, pas d'obligation. Après, il faut juste faire attention sur les médecins, parce que certaines peuvent avoir une activité soumise à TVA, je sais pas, il fait du conseil pour un labo ou autre. Et dans ce cas-là, sur cette partie-là, quand il va facturer le labo, ça sera une facture classique entre 2 professionnels assujettis. Donc, et c'est là où on évoquait le problème d'annuaire, où pas mal aujourd'hui de professionnels de santé exonérés n'apparaissent pas encore dans la mais ceux-là, c'est typiquement ceux qui devraient être traités par notre traitement en masse. Voilà. Et par contre, je vais vous dire quelque chose. Pour un professionnel de santé, typiquement, la question est assez simple. Hein. En fait, il est exonéré de facturation pour un certain nombre de ses activités. Quand il n'y a pas de facture, il n'y a pas de facture électronique. C'est vraiment ça la logique. Donc c'est-à-dire que pour le reste, il est dans le champ de la facture électronique. Allez, il y a un confrère dont je tairai le nom pour les opérations en espèces. Pour la caisse, est-ce qu'on pourra se passer du process de la facturation électronique? En gros, ne pas déclarer les espèces. C'est ce que je comprends. Hein. Non, mais alors, en fait, nous, on a besoin d'un e-reporting, on n'a pas besoin d'avoir la source enfin la manière dont ça a été payé. Ça n'est pas un des éléments du reporting à l'administration. Donc, je prends un exemple très concret, un commerçant non sédentaire, par exemple, qui aurait une partie de sa recette en espèces et une partie de sa recette en carte bleue. Quand il arriverait en fin de journée dans son logiciel d'encaissement, son appli portable probablement dans laquelle il a mis ses enregistrements carte bleue au fur et à mesure de la journée, il doit rentrer ce qu'il a touché en espèces à côté pour pouvoir compléter le chiffre du reporting. Objectivement, après, si la question c'est qu'est-ce que ça nous donne comme arme, nous, pour identifier ces populations-là et aller les chercher, on s'arme un peu plus que ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est pas 1984, on va pas voir d'un seul coup les flux en liquide arriver. Donc voilà. Alors, il y a une question sur les tests qui ont pris fin là, chez les éditeurs et la mise en place chez les clients avant le 30 juin. Ça nous laisse 6 mois, c'est extrêmement court. Là, vous avez dit qu'il y avait la phase pilote qui allait commencer. C'est ça. Qui va commencer, qui n'a pas encore commencé. Alors pourquoi vous dites les tests qui ont pris fin? La levée des réserves, c'est ça? Oui, la levée de réserve. Ouais, alors la levée des réserves, c'est plutôt l'administration qui met un coup de tampon, notamment sur la partie qui permet de remonter les éléments à l'administration. Je vous rappelle quand même que des factures électroniques aujourd'hui s'en échangent, 15 à 20% des factures qui s'échangent sont des factures électroniques. On ne l'a pas inventé pour la réforme, donc là on est sur un schéma où on pose un standard, on essaye de généraliser, donc je ne dis pas que c'est complètement sans effet, mais une fois qu'on les a testés, finalement la question elle se passe plutôt en amont ou en aval de la plateforme, d'où le pilote. Et ce pilote, est-ce qu'il est trop court? C'est toujours trop court un pilote, mais je veux dire, une fois qu'on va constater que ça commence à marcher et commencer à généraliser les volumes, bon ben voilà, enfin je veux dire, on n'a pas de, c'est pas quelque chose enfin si ça dure 2 ans un pilote, c'est qu'il y a un problème aussi. Donc 6 mois, ça me paraît, vu de ma fenêtre de grands projets informatiques de l'État, ça me paraît quelque chose d'assez comparable à ce qui s'est passé dans d'autres domaines. Alors il y a une série de 2-3 questions sur le sujet des logiciels de caisse. Puisqu'on a encore aujourd'hui des commerçants qui n'ont pas de logiciel informatique de caisse, qui font sur papier le cahier. Est-ce que la réforme de la facturation électronique leur impose cette fois d'avoir un logiciel de caisse? Je parle de caisse. Ça rejoint un peu la question qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que le logiciel de caisse, si vous en avez un, c'est plus simple pour faire votre reporting. Il n'y a pas d'obligation, c'est un choix de gestion. Mais si vous n'en avez pas et que vous devez faire votre saisie manuelle, ça ne va pas être... Moi, je ne me vois pas en investir dans un logiciel de caisse.
Ça dépend de votre volume de tickets de caisse aussi. Un boulanger, c'est Alors, attendez, parce que... Non, mais attendez, parce qu'on ne vous a pas entendu, mais je vais répéter votre question pour y répondre. Vous disiez, moi, je ne me vois pas, sous-entendu moi qui ai un cabinet d'experts comptables, je ne me vois pas investir dans un logiciel de caisse. Un logiciel de caisse, ça peut être une appli sur smartphone gratuite. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un truc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une caisse physique avec un iPad dédié. Enfin, on n'est pas... c'est un spectre qui part d'un logiciel informatique à tout. Et ensuite, Mathieu a parfaitement raison. Si vous ne voulez pas de logiciel de caisse, rien ne vous interdit de prendre à votre charge la constitution d'un cumul de chiffre d'affaires que vous envoyez régulièrement. Le truc, c'est que on n'oblige pas les gens, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ça aboutit à ce que, par exception au fonctionnement général, il y ait quelqu'un qui soit obligé de faire une opération manuelle de cumul à échéance régulière, là, ça devient une réforme un peu lourde à mettre en œuvre, alors qu'à côté de ça, il y a des options, y compris gratuites ou sans surcoût, parce qu'intégrées à la plateforme ou des choses comme ça, qui permettent d'avoir une application satellite sur son téléphone et de dire j'ai fait tant aujourd'hui. Donc, bon, il faut trouver le bon équilibre. C'est vrai que quand on parle de logiciel de caisse, on a toujours la vision de cette caisse enregistreuse, mais un logiciel de facturation peut être conforme logiciel de caisse. Bien sûr. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, parce que moi je pense qu'il faut admettre l'idée qu'il n'y a pas une seule façon de faire pour constituer les choses, notamment parce que, je vous le dis, dans les commerces, et en particulier dans les commerces de bouche, où il y a des caisses balances, qui sont des caisses balances dont le coût de pause, etc., et les délais de pause sont tels qu'on sait qu'il y en a un certain nombre qui ne seront pas complètement prêts au rendez-vous, etc. Il faut admettre l'idée qu'on reparte du Z de caisse pour reproduire quelque chose d'un peu intermédiaire, au moins le temps de réussir à se mettre dans quelque chose de plus d'équerre. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le truc, c'est de trouver le bon modèle pour essayer de trouver l'équilibre entre bien profiter des avantages de la réforme pour avoir quelque chose de contemporain et de sûr, et en même temps s'adapter aux capacités de mutation d'un secteur qui... c'est près d'une dizaine de milliers d'euros un changement de caisse-balance. Donc ça veut dire qu'on est dans un schéma dans lequel ça se programme quand même un tout petit peu dans l'activité d'un commerce. Il y a Françoise qui est partie sur un exposé sur l'effet Mandela, parce que tout le monde ne connaissait pas. Tout à fait. Et bon, ok. Merci François. Question technique sur la TVA. Donc on a bien compris que l'idée à terme c'est de pré-remplir les déclarations, la déductible, la collecter. Mais pour les factures d'achat qui seront reçues par les clients mais qu'il n'aura pas validé ou approuvé, donc le client n'aura pas validé ou approuvé, est-ce que la TVA sera prise en compte, la TVA déductible sera prise en compte? Ou est-ce qu'il faudra qu'il y ait une action d'approbation, sachant qu'aujourd'hui ce n'est pas un statut obligatoire, qu'il y aura une action d'approbation du client pour générer une TVA déductible? Sur le pré-remplissage, oui. Le pré-remplissage, il n'y a pas d'approbation particulière. C'est au moment où vous faites votre déclaration de TVA qu'il y aura quelque chose à faire dans la vérification. Mais sur le pré-remplissage, on va prendre la donnée et on va vous dire qu'on l'a. Voilà. Même les factures non approuvées. Pardon. Oui. Oui, bonjour, Patrice Honorac, expert comptable. Est-ce que l'on pourrait juste faire une précision sur les flux financiers ? Je n'ai pas compris si les flux financiers passaient par la plateforme agréée ou pas, ou s'il y avait des informations qui passaient par la plateforme agréée. Et si c'est le cas, est-ce qu'éventuellement la plateforme agréée peut bloquer un paiement ? Aujourd'hui, ce qui se passe, on le voit notamment dans les échanges avec l'Italie, un client français peut avoir son compte débité parce qu'il paye la facture de son fournisseur italien. Et tous les mois, on a l'Italien qui appelle en disant « je n'ai pas reçu les fonds sur mon compte bancaire », tout simplement parce qu'il manque une information qui n'a pas été correctement renseignée. Est-ce que ce sera demain le cas avec la plateforme agréée pour des circuits financiers France-France ? Non. Merci. Non. En fait, les flux financiers sont complètement externes à la plateforme. Ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun lien qui est fait à ce stade de la réforme entre le flux financier et le flux de facturation. La seule chose qui les lie un tout petit peu, c'est le statut d'encaissement dans le cas où on est sur de la prestation de service sans option pour les débits ou pour des acomptes, dans lesquels on est sur un schéma dans lequel, là, il faut simplement qu'il y ait un statut payé ou un statut encaissé qui soit transmis. Mais donc ça veut dire qu'on est sur un sujet qui n'est même pas un sujet de parallélisme du flux financier, mais quelque chose de déclaratif du point de vue de celui qui a
encaissé pour dire j'ai encaissé, ce qui est un point de départ fiscal en redevabilité. Et donc on n'a pas ça ne passe pas par les mêmes flux. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais est-ce que ça signifie qu'un paiement qui est reçu le 9 et qui n'aurait pas forcément le statut payé pour une raison X ou Y ne remontera pas correctement dans l'e-reporting? Ça signifie que le point de départ, probablement en partie, en fonction de comment finalement la répartition des rôles est faite entre le professionnel et son expert comptable, si on est dans cette situation, il y a une partie des informations qui seront disponibles qu'au rapprochement, qui peut être fait par l'expert comptable. Et donc ça veut dire que vous ne pourrez pas donner cette information d'encaissement avant d'avoir fait le rapprochement. Bon, après, ça dépend aussi de la solution que vous utilisez, parce que il y a des solutions, y compris de facturation, qui peuvent être déployées dans les satellites chez les professionnels, dans lesquels il y a un lien qui est fait avec le compte bancaire pour pouvoir faire un rapprochement automatique entre la facture attendue et le montant qui est arrivé. Ça dépend des volumes de factures, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais encore une fois, le e-reporting, c'est un flux de données contemporaines, ce n'est pas un flux qui passe forcément par une validation experte du cabinet d'expertise comptable avant de partir. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 façons d'organiser les choses, mais l'hypothèse, il y a parfois dans ces organisations, l'idée qu'effectivement on est sorti de la décade au moment où vous rapprochez, et que cette sortie de la décade au moment où vous rapprochez vous oblige à faire la déclaration de rapprochement à un autre moment que celle où elle est effectivement arrivée. C'est OK ? Merci. Alors, question sur le chat. Est-ce qu'un établissement stable, donc une société étrangère qui a un établissement stable au sens fiscal en France, est-ce que cet établissement stable est soumis à la réforme ? Alors, il peut être soumis, mais uniquement sur le champ du e-reporting. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais en facturation électronique, mais il y a des situations où il peut être dans le champ du e-reporting s'il réalise des opérations taxables en France soumises à la TVA en France. Donc après, pour détailler... Même en B2B ? Oui, même en B2B, mais ça ne sera jamais de la facturation électronique, ça pourrait être que du reporting sur les établissements, il faut qu'il ait sur les non établis. Une plateforme de réception ? Sur les non établis, on parle bien d'établissements non établis, mais les non établis ils peuvent avoir à faire un e-reporting, donc pour faire l'e-reporting, il aura besoin de prendre une plateforme agréée. OK. Mais c'est pas une plateforme de réception. Ouais. Oui, j'ai compris. C'est uniquement faire le pour les que e-reporting. sur les non établis, tout ce qui est établissement stable non établi, c'est comme ça. En fait, globalement, c'est des entités qui sont gérées chez nous par une structure particulière qui s'appelle la direction des non-résidents. Ils sont uniquement dans le champ du reporting, tout ce qui est assujetti non établi. Alors, il y a Constance qui veut absolument que je pose sa question. Pour les ventes d'électricité et de gaz, TVA auto-liquidée entre une SCEA et EDF, est-ce qu'on est soumis au e-reporting ? Je ne sais pas ce que c'est une SCEA. Je ne l'ai pas non plus, la SCEA. C'est pas l'autoliquidation. Il y a un cas d'usage sur le photovoltaïque. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, non ? Le cas d'usage est dans la norme AFNOR, c'est celui qui concerne les particuliers qui font du photovoltaïque et qui dépassent un certain nombre de kilowattheures, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Si c'est celui-là, Constance peut peut-être nous confirmer que c'est de ça dont il s'agit. Si c'est celui-là, il faut retomber sur le cas d'usage et si vous dépassez, du coup, effectivement, ça fonctionne de cette manière-là. Alors, CEA, c'est Société Civile d'Exploitation Agricole et donc il y a un cas d'usage spécifique à ce cas de la vente de gaz et d'électricité ? Je ne suis pas certain, parce que moi je parlais du photovoltaïque. Dans celui-là, il faudra le préciser, parce que je ne vois pas exactement de quoi ça parle sur ce sujet-là. C'est l'éolien, je ne sais pas, il faudra regarder dans le détail ce que c'est, je ne connais pas le cas particulier. Bon, à creuser. Constance nous fera parvenir sa question. On aurait aimé répondre à tout le monde, mais on lui répondra individuellement. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges sur les auto-entrepreneurs, enfin les micro-entrepreneurs. Ils sont assujettis, même s'ils sont en franchise de base, ils sont soumis en réception, ils sont soumis à l'émission e-invoicing s'ils sont en B2B et en e-reporting si c'est du B2C. On est d'accord ? Oui. Totalement dans la réforme. Il y a beaucoup de questions sur les holdings dites passives, donc, où là on va peut-être revenir, peut-être pas relancer le débat. Même raisonnement. Voilà. Même raisonnement. Si on considère que la holding est uniquement dans une activité de gestion de son propre patrimoine, on peut considérer qu'on n'est pas assujetti et donc qu'on est hors du champ. C'est plus simple que la SCI, parce que là c'est vraiment clairement pris en compte par la doctrine. C'est l'objet, Une holding pure est en gestion patrimoniale, donc on ne l'a pas. Par contre, une holding animatrice qui globalement commande ses filiales, elle fait de la TVA, donc elle est dedans. Donc ça, le schéma est beaucoup plus simple que les SCI où c'est plus jurisprudentiel. Alors, il y a Célia qui rebondit sur la question de Constance en disant que c'est un vrai cas où, a priori, au niveau des agriculteurs, ils sont assez inquiets. Donc, on regardera avec détail. Je ne fais pas du tout d'agricole, donc je ne connaissais pas, mais
à l'avoir en tête. On nous a demandé de repréciser, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, sur les agences immobilières, les régies immobilières. Ouais. L'histoire des 2 adresses, potentiellement 2 adresses. Est-ce que vous pouvez nous refaire le schéma idéal de comment on gère la réception? Je peux le faire si vous voulez, mais, Oui, on peut. En fait, dans l'idée, le but, c'est de conserver le modèle commercial de l'agence et de la régie immobilière, c'est-à-dire que ce soit l'agence qui gère les factures pour le compte, les quittances pour le compte de la personne qu'elle a en gestion. Et donc, pour le plus simple dans ce cas-là, c'est qu'il y a une adresse de réception qui soit dédiée à cela et que ce soit l'agence ou la régie immobilière, en fonction de comment on l'appelle, qui gère cette adresse de réception. De cette manière-là, elle aura la main pour à la fois voir les factures qui rentrent et puis pour émettre ensuite, en tant qu'agent de vendeur, les factures pour le compte de la personne qu'elle gère. Donc en fait, c'est vraiment un système qui fonctionne sur le fonctionnement de l'annuaire, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs adresses de réception et d'attribuer les adresses de réception aux bonnes plateformes agréées et avec les bons suffixes. Il y a une question aussi. Oui. pendant que le micro arrive, donc on ne va pas remuer ce sujet qui a été douloureux, mais un particulier qui loue un local commercial avec TVA, doit-il avoir une PA en émission et réception? La réponse est oui. Parce que là, pour le coup, il est assujetti avec TVA, et il doit se séréniser, donc c'est plus un particulier en tant que tel. Du coup, donc la réponse est oui. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, la réponse est oui. Excusez-moi, je reviens sur les agences immobilières et peut-être plus généralement aussi sur les résidences de tourisme, parce que j'en ai pas mal. Je comprends que l'agent immobilier ou le gestionnaire de la résidence de tourisme va faire les factures pour le compte de son client. Et dans ce cadre-là, en réception comme en émission, ce sera sur la PA de l'agent immobilier. C'est ça, hein, d'accord. On a beaucoup parlé de réception, mais c'est surtout la réception, l'émission qui inquiète les clients. L'émission, il n'y a pas besoin d'adresse de réception dans l'annuaire. C'est une plateforme d'émission, vous choisissez bien ce que vous voulez. Nous, on ne la contrôle pas, en fait, cette adresse en émission. Vous faites bien ce que vous prenez bien la plateforme que vous voulez. Mais par contre, il faut un mandat de facturation. Ah oui, complètement, oui, ça je suis d'accord. Mais normalement, ils l'ont sûrement déjà, ce mandat de facturation. Oui, bien sûr, en général, ils l'ont. Et dans les cas des résidences de tourisme, il y a un autre cas, c'est l'autofacturation. Donc là aussi, c'est la PA du gestionnaire qui va se facturer lui-même pour le compte de son propriétaire qui lui laisse l'appartement en gestion. Et tout ça se passe sur la PA du professionnel. Le mieux, c'est de le faire depuis la PA de la personne qui fait la facture. Donc, oui, d'accord. Mais dans ces cas-là, là, en notre facturation, c'est l'acheteur qui fait la facture généralement. Donc, oui, voilà. Le plus simple, c'est de le faire depuis la PA de l'acheteur. Dans ce cas-là. Et le mandataire, alors la possibilité, elle est sur la PA de l'acheteur lui-même. J'ai plutôt. Enfin, de l'acheteur, pardon, excusez-moi. Je crée une confusion là. Le gestionnaire de la résidence de tourisme va se facturer lui-même du mandat de gestion de son propriétaire. Il peut, oui, si c'est géré comme ça, il peut. Et la facture qu'il émet pour le compte de son fournisseur, en quelque sorte, elle passe par la PA du gestionnaire, du client, je veux dire. Si c'est lui qui l'a créé, il vaut mieux que ce soit sur sa propre PA qu'il l'a créé, parce que sinon il ne va pas pouvoir le faire. Okay. Il vaut mieux que ce soit lui qui ait la main pour le faire sur sa PA. Et après, on retombe dans les sujets de mandat de facturation et d'acceptation de l'autofacturation par le fournisseur également. Il faut que ça soit cadré contractuellement, quoi. Oui, bien sûr. Ça, c'est la priori évident. La règle la plus simple, c'est le fonctionnement, l'organisation qui est un peu complexe. Le fonctionnement, il va se mettre sur son logiciel de facturation, son propre logiciel de facturation. Il va bénéficier du mandat qu'il a reçu de la part du propriétaire. Il va émettre une facture à son propre nom où il est le destinataire, et elle va partir de sa plateforme et revenir sur sa plateforme et lui arriver dans son autre boîte, qui est la boîte qu'il a comme de réception. Donc il faudra qu'il ait une boîte spécifique pour son client. Ouais. C'est plus simple parce que du coup il pourra les filtrer par client. S'il n'en a qu'une seule, ça va être une boîte fourre-tout et donc il aura peut-être du mal ensuite à attribuer. Puisqu'on est sur ce sujet, le sujet de l'autofacturation, il y a des cas de coopératives qui sont évoqués sur les sujets. On a fait avec l'Ordre des experts comptables de Paris un expert de la facture dédié à ce sujet de l'autofacturation. Donc vous pouvez trouver le replay sur la chaîne YouTube. Et c'est vraiment une demi-heure où on ne parle que de ça et de manière très précise et très technique. Donc on va peut-être pas redétailler, en plus c'est l'heure, donc on va peut-être pas se relancer là-dedans, mais on a des formats vidéo assez complets sur ces thématiques techniques que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Une dernière question pour conclure, parce qu'on arrive à l'heure, mais c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. C'est les problématiques de changement de plateforme agréée en cours de route. C'est pas très clair aujourd'hui de comment on fait si mon client a adhéré à une PA par accident et que je veux en remettre une autre, comment je fais.
et évoquer cette histoire de l'archivage ou de l'accès pendant 12 mois, parce que ce n'est pas très très clair dans notre esprit. Voilà, si vous pouvez nous redévelopper cette partie-là, parce que c'est important, parce qu'on a beaucoup aujourd'hui d'adhésion par accident des clients, à l'insu de leur plein gré, comme on dit. Ouais. Et donc c'est une vraie thématique pour nous. Moi, je souris parce que tous les gens m'expliquent que s'il y a quelqu'un qui a derrière une plateforme qui n'était pas celle qui est recommandée, c'est probablement par accident. On a un sujet dans lequel il y a une concurrence forte et chacun a des arguments à faire valoir sur le fait de passer par là. Nous, on se dit que vraisemblablement, même en essayant d'expliquer quelle est la bonne démarche pour choisir, il y en a qui vont faire des erreurs, qui vont choisir la plateforme de leur logiciel alors que en fait, leur expert comptable serait plus pertinent, ou l'inverse. Et puis au bout d'un moment, ils vont vouloir changer de schéma. Je dois dire que sur les 600 000 à peu près qui ont déjà choisi une adresse, il y en a 2000, 3000 qui ont changé de plateforme déjà. Donc, ce qui prouve que techniquement, on a les clés pour le faire. Donc comment ça se passe ? Ça se passe comme quand vous changez d'opérateur téléphonique. C'est-à-dire que vous contractualisez avec le nouveau. Vous lui confiez la tâche de mettre à jour l'annuaire. Et il ne peut pas vous retenir, l'ancien. C'est-à-dire qu'il peut vérifier auprès de vous. Il y a un dispositif qui a été mis en place en quelques jours pour vérifier que ce n'est pas un accident. Donc il peut vérifier auprès de vous, il faut qu'ils se mettent d'accord. Si jamais ils ne se mettent pas d'accord, ils finissent par nous appeler, Mathieu et moi, et on vérifie et on appelle les gens pour vérifier votre intention, parce que ça n'est que le sujet, c'est de vérifier l'intention du professionnel et où est-ce qu'il a envie que ces factures arrivent. On ne parle que de la réception. Et ensuite, une fois que la réception est faite, si jamais il a effectivement changé, il y a 12 mois, effectivement, ça a été augmenté de 6 à 12 mois dans le cadre de la loi de finances. Il y a 12 mois dans lesquels on vide les tuyaux, c'est-à-dire que la plateforme qui a été quittée à l'occasion de cette portabilité est tenue de continuer à transmettre tout ce qu'elle reçoit comme statut, comme chose sur des factures qui seraient passées par là. Donc on a 12 mois dans lesquels les tuyaux sont vidés tranquillement, même quand on a quitté une plateforme. C'est ça les grands enjeux de la portabilité. Nous, on a un seul critère, c'est que la volonté du chef d'entreprise sur l'endroit où il souhaite recevoir ses factures soit respectée. C'est le seul critère qui nous intéresse. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas retenir quelqu'un pour des raisons parce que ça ne nous arrange pas ou quoi que ce soit. Et donc ça, là-dessus, on joue un peu la police. En revanche, attention, je le dis à chaque fois et c'est important que vous le disiez aussi à vos clients, on n'a pas interdit des schémas d'engagement de durée contractuelle. Pourquoi on n'a pas interdit ? Parce que le schéma de dire ça coûte 20 € par mois, mais si tu t'engages pour 24 mois, je te le fais à 15 € par mois, c'est un schéma qui existe, où il y a des contrats déjà lancés sur ce type de solution, et on voit pas vraiment de motif de notre côté à interdire ce type de schémas commerciaux. Donc ça veut dire que ça, c'est toujours permis, et donc ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on signe. C'est-à-dire que quand on prend un engagement de durée, on ne sera pas retenu techniquement si on veut changer, mais en revanche, il peut y avoir des dédits commerciaux ou des engagements à payer. Et donc il faut être attentif. La plupart des plateformes n'ont pas mis en place ce type d'engagement de durée, mais il y en a qui l'ont fait. Donc il faut être attentif à ce qu'on signe. Il y a une question qui rebondit sur votre réponse. Aujourd'hui, pour inscrire une plateforme agréée sur l'annuaire, on passe par l'éditeur. J'utilise... Enfin, On peut. Voilà. On peut. Est-ce qu'il y a un moyen un site sur lequel, je ne sais pas si c'est impôt.gouv, le site de l'annuaire, sur lequel on peut aller nous-mêmes, sans passer par l'éditeur, consigner sa plateforme agréée de En recherche? fait, le seul accès à l'annuaire, c'est par les plateformes agréées. C'est les seules qui ont le droit de faire bouger les lignes d'annuaire. Donc il y a forcément la plateforme agréée qui a une action. Maintenant, on a mis en place le système d'accord formel qui peut s'intermédier lui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un client, lui faire signer l'accord formel et ensuite le transmettre cet accord à la plateforme agréée. Donc vous avez d'une certaine manière également la possibilité de le faire, mais pas en direct. Vous ne pouvez pas vous connecter vous-même à l'annuaire pour changer la ligne de réception de cette personne. Donc c'est forcément les plateformes agréées qui... Il n'y aura jamais une page sur impôt.gouv qui nous permet de dire mon entreprise. D'accord. Ça sera toujours via les plateformes agréées. Mais encore une fois, le modèle, c'est la mobilité téléphonique. Quand vous changez d'opérateur téléphonique, ce n'est pas vous qui allez dire ni à vos partenaires commerciaux, ni sur un annuaire de l'ARCEP ou je ne sais pas où, que vous avez changé d'opérateur. C'est l'opérateur qui prend en charge ça pour vous et c'est les opérateurs qui s'entendent ensemble pour faire le changement au moment qui est le plus opportun. C'est ça la cible, c'est ça le fonctionnement qu'on visait. Et donc ça veut dire que c'est aux plateformes d'assumer, ça fait partie des sujets sur lesquels on les agrée, on les immatricule, c'est aux plateformes d'assumer ce rôle-là. Et puis c'est important pour la continuité de service aussi, parce qu'on prend le cas de l'opérateur téléphonique, si tout le monde change d'opérateur de manière
de cette manière-là individuelle, il y a des risques en fait, que l'opérateur qui reçoit, en fait, il ne soit pas prêt techniquement à le faire. Là, en assurant ce système-là, on sait que les plateformes, quand elles changent, elles sont capables de prendre la ligne techniquement et donc il n'y a pas de factures qui vont rester en attente le temps que quelqu'un récupère la ligne. Donc c'est vraiment le système-là qu'on sécurise. Quand on parle de portabilité, c'est ça, c'est s'assurer qu'il n'y ait jamais de rupture de ligne. Et donc les plateformes sont les mieux placées pour le faire sur ce sujet. On évoquait tout à l'heure la phase pilote et le fait de pouvoir tester en temps réel, en vrai, le dispositif. La phase pilote, elle est ouverte à qui? Alors, la phase pilote, en fait, c'est un peu un grand tout, la phase pilote. C'est-à-dire qu'il y a une première phase qui est un peu une phase de test, c'est un peu c'est concentrique, ça va augmenter progressivement. Donc on va commencer par demander aux plateformes, les 106 qui ont été définitivement immatriculés, de choisir parmi leurs clients quelques pilotes, je ne sais pas le dire autrement, qui vont pouvoir faire les premiers tests et vérifier que ça fonctionne. Et une fois qu'on a fait ça, elles ont la capacité d'ouvrir pour tous leurs clients. Et donc ensuite, il convient pour elles de vérifier auprès de leurs clients qui sont bien OK pour ouvrir et commencer à recevoir des factures. Une fois que vous avez une adresse de facturation active dans l'annuaire, tous les gens qui sont raccordés au système peuvent commencer à vous envoyer des factures. Et c'est des vraies factures. C'est-à-dire qu'elles sont dues, elles sont payées. On n'est pas dans une phase pilote, c'est pas une phase de test, c'est une phase pilote. Donc ça veut dire, on n'est pas dans l'obligation générale, ça implique de faire un acte positif pour dire OK, je reçois mes factures. Mais c'est tout. Après, c'est des vraies factures qui vont s'échanger, des vrais statuts, etc. Il y a une deuxième conséquence au fait d'être en phase pilote, dont j'imagine que vous allez être aussi déçus que nous, c'est que l'administration fiscale n'a pas le droit d'utiliser les données jusqu'au 1er septembre. Bah oui, je lis la déception sur vos visages. L'administration fiscale n'a pas le droit d'utiliser les données jusqu'au 1er septembre, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas bénéficier de tous les avantages qui sont liés à la facturation électronique dans votre relation à l'administration avant le 1er septembre. Donc ça veut dire que c'est les deux particularités de cette phase pilote. Le premier, c'est qu'on n'est pas encore dans l'obligation générale, donc on y rentre volontairement. La deuxième, c'est que les données ne sont pas utilisées en dehors à des fins de test de bout en bout, mais elles ne sont pas utilisées en exploitation, en production par l'administration. Très clair. Eh bien, merci beaucoup. On va clôturer parce qu'on arrive largement. On a déjà dépassé de 8 minutes. C'était très clair. Avant de conclure, je remets une petite slide de promo sur les événements qu'on organise au niveau du Conseil régional de l'Ordre. Alors, c'est pas celle-ci. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les différents événements, ateliers de la transformation et experts de la facture. J'ai vu que Frédéric avait mis le lien d'ailleurs des replays sur le chat. Donc, il y a déjà beaucoup de replays qui sont disponibles. Tu veux que j'essaye de faire plus-moins pour rebouger? C'est moi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est les prochains rendez-vous. Et on se retrouve le 17 février, donc c'est mardi prochain, c'est dans une semaine. Notamment sur les problématiques de sélection des plateformes agréées, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le chat, je ne les ai pas prises puisque je savais qu'on avait cet atelier de la transformation mardi prochain, donc même heure, même lieu, donc présentiel ou distanciel, et vraiment spécifiquement sur cette thématique de choix et de sélection des plateformes agréées. Et donc vous voyez qu'il y a d'autres ateliers de la transformation prévus en mai, en juin. Et les experts de la facture, vous savez qu'il y en a régulièrement, on en a 2 qui sont prévus en mars avec la gestion des factures multi-acteurs, les marchés des travaux, bon, je vois rien. Donc vous avez tout sur la slide. Vous pouvez vous inscrire avec le QR code, retrouver tous les replays, tous les supports. Voilà, on essaye vraiment de vous apporter des contenus parfois techniques, parfois aussi un peu plus généraux, un peu plus stratégiques, et de vous accompagner dans cette réforme dont on sait qu'elle est difficile. J'ai vu les nombreux messages de souffrance sur le chat. Je sais qu'elle est difficile pour tout le monde, les entreprises, la DGFiP et les experts comptables. Mais c'est en ayant ces moments d'échange qu'on va aussi arriver à la faire aboutir, parce que moi je suis convaincu que c'est une réforme qui va être à la fin plutôt bénéfique pour absolument tous les acteurs. En tout état de cause, c'était très précieux de vous avoir, Mathieu et Sébastien, aujourd'hui, parce que vos réponses étaient très précises, très techniques. Elles répondaient d'ailleurs à des questions qu'on traînait depuis quelques temps et sur lesquelles on n'avait pas forcément des réponses très fermes. Vous avez eu des réponses fermes, donc on vous remercie. On a progressé sur notre compréhension collective de l'effet Mandela. Oui, on l'a testé en réel. Bon, c'est très puissant, c'est très déstabilisant d'ailleurs. Donc à ne pas reproduire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Peut-être à une prochaine fois. À l'année prochaine. À l'année prochaine, voilà. Quand rien marchera, que ce sera planté de partout. Mais non. Quelle façon de faire. Bon allez, merci à tous. Merci Sébastien, merci Mathieu. Et à très bientôt.